Je suis Peggy Gaillot, donc je travaille au CLIC de Vitry-le-François. Donc les CLIC, pour rappel, sont des centres d'information et de coordination pour les personnes âgées de plus de 60 ans. Donc on a deux missions. La première, c'est l'information et la coordination auprès des personnes âgées en individuel, auprès d'elles ou de leur famille. Et puis la deuxième mission est plus collective, avec des réunions de prévention santé. Donc c'est dans ce cadre qu'on organise les cafés du bien vieillir, qui ont dû être donc annulés pour répondre aux mesures de sécurité. Vous pouvez donc commencer par vous installer confortablement et de prendre notre petite boisson d'accueil donc que vous êtes servi vous-même, hein, pour une fois, enfin, pour une fois, par rapport à nos cafés. Et voilà. Je te laisse la parole. D'accord, merci. Bonjour de loin. Bonjour de loin. Alors, c'est un peu particulier, c'est très nouveau aussi pour moi. Alors, je vous ai préparé un petit diaporama que je vais tenter de partager. Et normalement, c'est parti. Hop, voilà, normalement, c'est bon. Donc, je m'appelle Thomas D'Amico. Alors, je suis diététicien pour une association qui s'appelle la Maison de la Nutrition, qui est située à Reims et qui, du coup, apporte une expertise et puis surtout une approche globale sur l'alimentation pour permettre des choix éclairés. Alors, sur les individus par rapport à leur comportement et puis aussi par rapport aux professionnels dans leur pratique. Alors, nos valeurs à la Maison de la Nutrition, vous allez voir, on va les voir plus tard dans le diaporama, mais c'est vraiment la prise de conscience des éléments qui gouvernent nos choix alimentaires. Alors, peut-être que chez certains ou certaines d'entre vous, ils ont été un peu mis à l'épreuve, ces choix alimentaires dus au confinement. C'est également le respect de la diversité alimentaire par rapport à la culture alors oui, donc nos valeurs, alors, par rapport à la prise de conscience des éléments qui gouvernent nos choix, hein, surtout pendant cette période de confinement, le stress, l'offre alimentaire qui a énormément fluctué durant cette période, donc c'est ce qu'on va voir. Et puis, une bonne écoute de ces sensations de faim, de rassasiement, à ce qu'on appelle les sensations internes, qui ont un effet sur le poids très, 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 très fort. C'est ce qu'on va voir. Je me présente juste un petit peu plus en détail. Donc, je suis diététicien et éducateur au groupe. Je vous ai laissé mon adresse mail au cas où s'il y a des questions qui venaient peut-être bien plus tard. Donc, du coup, vous pouvez me contacter par rapport à ces questions. Alors, une petite image qui justement fait beaucoup actualité, hein. La dernière, c'est la personne au télétravail. Donc, la façon dont l'alimentation en fait évolue dans le même rythme que la société et que notre mode de vie. C'est extrêmement intéressant de voir à quel point ça bouge aussi rapidement. Alors, je suis sûr que vous avez des exemples dernièrement. On voit par exemple que beaucoup de Français ont profité du confinement pour se mettre à cuisiner plus. Et donc c'est intéressant de voir que quand le temps augmente, l'activité cuisine peut augmenter. Donc on comprend le lien entre notre vie sociale et finalement l'impact que ça a sur notre mode alimentaire. Donc finalement, on est revenu un petit peu en arrière et on a remis j'allais dire, on voit plus l'image, mais c'était la chemise et le potager, donc. Pendant cette petite période-là. Enfin, bon. Disons qu'on est entre les deux. On voit que en donnant plus de temps, finalement, on s'intéresse un peu plus à la cuisine. Alors, avec des disparités qui sont encore assez, il faut les souligner quand même, hein. C'est que, par exemple, dans un couple homme-femme, quand il y a 1 heure de plus consacrée à la cuisine, dans 75% des situations, cette heure-là, elle est prise sur le temps de la femme. C'est-à-dire que il reste encore, donc cuisiner maison, oui, mais il reste encore des disparités homme-femme par rapport à cette activité de cuisine.
Alors, ce qui a été aussi impacté, bah, c'est cette palette alimentaire. Hein. On a vu concrètement que la moindre spéculation de manque d'un produit entraîne tout de suite chez nous la fameuse peur de manquer, qui d'habitude nous fait prendre le grand menu ou nous fait prendre quand on va au restaurant, nous fait prendre le dessert alors qu'on n'a plus faim, mais parce que c'est dans le menu, vu qu'on le prend quand même. Donc, cette fameuse peur de manquer. Si on l'a traduit là sur cette période de confinement, ça a été que il suffisait de dire qu'il y allait potentiellement avoir un peu de manque en farine, par exemple, et tout de suite vous aviez des rayons entiers de pâtes de farine qui étaient vides et qui ne et en aucun cas dû à un manque de fabrication ou à un manque d'acheminement, simplement à un mouvement chez les consommateurs. Donc cette palette alimentaire et l'impact, donc là c'était positif, le négatif c'est du coup on maintient ce questionnement par rapport à l'alimentation, on continue à le voir, hein, c'est-à-dire que quand je dois choisir un yaourt, qu'est-ce que c'est un yaourt de bonne qualité? Est-ce que c'est parce qu'il est utilisé avec du lait d'une ferme locale? Est-ce que c'est parce qu'il est sans matière grasse? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas l'additif quelque chose? Est-ce que c'est parce qu'il coûte pas cher? Est-ce que c'est parce que c'est celui que j'ai vu dans la telle publicité? Donc, c'est-à-dire que les critères de bonne qualité sont très, très larges et parfois, on a des difficultés à s'entendre, des fois au sein même d'une famille. Hein, maman, tu me prendras les bonnes céréales, les bonnes céréales pour ta santé ou les bonnes céréales parce qu'il y a le cadeau à l'intérieur ou parce que la publicité les vend comme apportant énormément de plaisir alimentaire. Alors, dans cette question, comment choisissons-nous nos aliments? Je vous ai fait un petit scrapbooking de ce qu'on peut retrouver, donc toutes les différentes photos de ce qui peut influencer le consommateur. Hein, le bio, on a beaucoup entendu parler du local. Alors, les grandes surfaces se sont aussi emparées de ce local et pour autant, pas toujours au service de ce qu'on va dire même de l'équilibre alimentaire. Hein. C'est-à-dire que en produits locaux, quand on est dans des régions, on produit par exemple beaucoup de confitures, beaucoup de charcuterie, beaucoup d'alcool, etc. Local et pas forcément connoté, rentre pas forcément dans les repères, par exemple, proposés par le Programme national nutrition santé. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a différents angles pour aborder la qualité d'un produit. Oui, pardon. Je coupe, mais pour voir si j'ai bien compris, quand on pense local, on pense toujours bon, en fait, alors que c'est sûr que c'est forcément bon. Enfin, l'idée, c'est pas de dire que c'est pas bon, mais c'est forcément, voilà, c'est pas forcément des haricots locaux, quoi. C'est-à-dire que c'est le bon, en fait, derrière un aliment bon, on ne suffit pas. C'est-à-dire que le bon, on doit forcément le conditionnaliser, c'est-à-dire il peut être bon pour l'économie locale. Voilà. Le champagne dans la Marne est bon pour l'économie locale. Maintenant, de là à dire que c'est un bon produit, sans rien dire d'autre derrière. Si je pense par rapport à la prévention des cancers, par rapport à l'alcool, etc., on ne qualifie pas forcément de produit ayant un facteur de prévention par rapport à certains cancers. C'est pas forcément bon pour la santé. Non, voilà. C'est pour ça que du coup, il y a des choses quand même qui, malgré le confinement, restent d'actualité. C'est cette fameuse tridimensionnalité de l'alimentation, c'est-à-dire que l'alimentation a trois fonctions principales. Une fonction nourrissante où finalement le corps est entre guillemets une machine qu'on a besoin d'alimenter pour finalement répondre à des besoins nutritionnels. Le corps a également besoin de plaisir et l'alimentation, donc se réjouir, l'alimentation est un facteur essentiel dans le plaisir alimentaire, hein, dans le besoin de se réconforter. Certains vont utiliser l'alimentation plus que d'autres pour se réconforter. On l'a vu pendant cette période de confinement, le réconfort que peut apporter l'alimentation
aux adultes, mais également aux enfants. C'est-à-dire que dans le modèle éducatif que j'ai avec mes enfants ou mes petits-enfants, le fait d'être confiné et d'avoir moins de liberté, peut-être moins de sources comment on appelle ça? Je sais pas liberté d'amusement, voilà, eh bien, on va peut-être utiliser plus facilement l'alimentation. Voilà, donc l'alimentation sur et puis, le dernier acte, c'est l'acte social, celui qui a peut-être terriblement manqué à un moment, en tout cas au-delà de la famille, c'est-à-dire l'alimentation est utilisée pour se réunir, en fait. Hein. Elle est utilisée pour se réunir et on a vu, par exemple, pendant la période de confinement, beaucoup d'apéros live, d'apéros Facebook se mettre en place, etc. Parce que ce lien finalement social, ce rôle social de l'alimentation est prédominant dans l'alimentation par rapport à par rapport à ces trois dimensions en fait. Hein. Il est très 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 important. Et c'est vrai que finalement, tu vois, on appelle ça nos du bien vieillir. Oui. Et on appelle ça des cafés visio. Donc, oui. c'est drôle. Oui, pour ce que ça implique derrière l'histoire du café. Ouais. C'est ça, exactement. Ce sont vraiment des marqueurs sociaux. Alors, c'est également aussi des marqueurs sociaux, cette alimentation-là, mais ce sont des rites également sociaux, se réunir. Alors, un déséquilibre, on entend souvent le terme de déséquilibre alimentaire. On pourrait s'arrêter, par exemple, avec cette diapo et dire que finalement, un déséquilibre alimentaire, ça peut d'abord être un déséquilibre entre l'une de ces trois fonctions. C'est-à-dire qu'avant de parler de déséquilibre en protéines, lipides, glucides, vitamines, etc., on peut d'abord parler de déséquilibre dans l'une de ces trois fonctions, c'est-à-dire une personne qui, comme tout le monde, va se réconforter un peu avec l'alimentation, mais va beaucoup utiliser l'alimentation pour le réconfort. Ou alors une personne qui va, par exemple, suivre un régime alimentaire ultra restrictif et du coup, ça peut entraîner d'autres problèmes de santé. Alors, on peut faire un parallèle aussi avec la définition de la santé que propose l'Organisation mondiale de la santé, hein, qui dit que la santé, c'est un bien-être physique, social et psychologique. Et en fait, on retrouve, du coup, dans ces trois bien-être-là, on retrouve finalement les trois définitions, les trois dimensions de l'alimentation. Donc, le chocolat, on va le dire tout de suite comme ça, le chocolat, même s'il est au lait, même s'il est blanc, même si c'est une célèbre pâte à tartiner, peut-être que certes, sur le plan se nourrir, le bilan n'est pas forcément positif dans ce qu'il apporte, mais globalement, à partir du moment où il remplit une fonction sociale ou une fonction plaisir, on peut considérer qu'il est bon pour la santé. Peut-être pas la santé physique, mais en tout cas d'autres. Voilà. Si c'est pris, si c'est pas déséquilibré par rapport au reste, en fait. Si ce n'est pas déséquilibré dans le se réjouir, se réunir et se nourrir. Oui, c'est-à-dire que si justement ce chocolat est utilisé vraiment pour se faire plaisir et qui ne pallie pas un manque d'ennui ou un manque à trop grande échelle en fait. C'est-à-dire que chez les personnes, plus on a… Alors, ce n'est pas la question d'avoir de l'ennui ou la question d'avoir d'avoir des problèmes qui arrivent dans sa vie, parce que là, je n'ai pas de solution pour ça. C'est surtout la façon d'utiliser l'alimentation. C'est-à-dire qu'il y a tout un panel de choses qu'on peut utiliser, par exemple, quand on s'ennuie. Eh bien, moins plus ce panel va être réduit, et plus je veux utiliser les éléments qui sont dans ce panel. Donc, si par exemple, habituellement, j'ai mes enfants et mes petits-enfants qui passent le dimanche, ou habituellement, j'ai ma série préférée le dimanche après-midi, et là, pendant le confinement, ma série était déprogrammée, mes enfants et mes petits-enfants ne pouvaient pas passer. Si je ne trouve pas d'autres sources de plaisir, quelque chose qui est vite, facile, à disponibilité légale, c'est la barre de chocolat qu'il y a dans le placard, ou c'est la glace, ou je ne sais quoi en fait, ou le morceau de fromage, ou pour ceux qui préfèrent le salé. Il y a un panel en alimentation très très large. Il y a du choix. Il y a du choix, il n'y a pas de souci.
Alors, dans cette partie, sur les sensations alimentaires, je l'ai abordé tout à l'heure quand j'ai présenté les valeurs de la maison de la nutrition, parce que c'est un élément qui me semble essentiel. C'est-à-dire que ces sensations alimentaires sont… Alors, tout le monde les a, tout le monde les entend ou les écoute peut-être pas, mais en tout cas, tout le monde les a. Alors, elles peuvent être perturbées par des médicaments, par différentes opérations, etc. Mais à la base, la plupart des gens les ressentent quand même. Elles sont au nombre de trois. Il y a la sensation de faim, la sensation de rassasiement et la sensation de satiété. Et ces trois sensations alimentaires-là, eh bien, guident le comportement alimentaire d'une personne, et le respect de ces trois signaux alimentaires chez l'être humain permet une régulation du poids et du corps plus largement. Alors, j'ai essayé de les mettre sur une chronologie, hein, c'est-à-dire qu'il y a d'abord la période de satiété, c'est-à-dire la période dans laquelle le corps a de quoi finalement fonctionner. Et puis, petit peu, le taux de sucre dans le sang commence un peu à diminuer, l'estomac est vide, le système digestif est au repos, et le corps eh bien, va générer une sensation de faim qui peut se manifester de différentes façons, des gargouillements, alors il y a des fois des mal de ventre, il y a une sensation un peu de fatigue, une sensation d'irritabilité aussi parfois. Alors attention, hein, c'est pas parce qu'on est irritable qu'on a faim. Hein. Parfois on C'est est pas toujours irritable l'excuse, c'est sans ça? l'être. Voilà, c'est ça. Et donc cette sensation de faim, finalement, eh bien on va y répondre par un repas. Et ce repas-là, 20 minutes après la première bouchée, on va avoir une autre sensation qui est la sensation d'absence de faim, qui correspond à la sensation de rassasiement. C'est-à-dire que le corps, finalement, ne réclame plus, on n'est plus aussi attiré vers les aliments, et naturellement, on va s'arrêter de manger. Alors théoriquement, on va s'arrêter de manger, peu importe ce qui reste dans l'assiette. Et c'est là on va voir toute la difficulté, c'est-à-dire que ce réflexe, on va dire primaire, eh bien, il est un peu atténué avec notre éducation, de finir son assiette, de manger à des heures régulières, d'avoir un horaire, d'avoir des contraintes, etc. On va voir qu'il est perturbé, hein, je vous en ai noté quelques-uns autour. Et cette période alors pour finir sur la chronologie, cette période de rassasiement, eh bien, redébouche sur une période de satiété qu'on estime à environ 4 heures pendant les périodes diurnes et un peu plus pendant la période nocturne, puisqu'il n'y a pas d'activité physique. Ce qui nous donnerait, dans l'idéal, enfin pas dans l'idéal, on va dire sur le papier plutôt, 8h midi, 16h, 16h, 20h, où on aurait finalement des prises alimentaires régulières, etc. On voit bien que dans la réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Et on le voit, on peut le remarquer même dès la naissance d'un enfant, c'est-à-dire 2-3 semaines après la naissance, où l'enfant en pleine nuit va réveiller ses papa et maman pour être alimenté. Alors papa, il fait semblant un peu de dormir, et puis du coup maman… en tout cas, pendant la nuit, en fait, il va y avoir une prise alimentaire. C'est-à-dire qu'à la base, l'enfant n'écoute que ses sensations internes. Alors, pour notre santé physique, oui, c'est ce qu'il faudrait faire, bien sûr. Il faudrait simplement manger quand on a faim, s'arrêter de manger. On vient de voir à l'instant que manger n'était pas qu'un acte nourrissant, mais qui devait également apporter du plaisir, et surtout, c'était également un acte social. C'est-à-dire que très vite, cet enfant qui au départ réveille ses parents à 2-3 heures du matin se met à adopter le même rythme alimentaire que ses parents. Pourquoi? Eh bien, pas parce que son corps évolue, mais parce que d'un point de vue de mimique, en fait, l'enfant se cale sur le rythme alimentaire de ses parents. Ce rythme alimentaire que nous connaissons, 8h, midi, 16h, 20h, ne correspond pas forcément à nos besoins
en alimentation, ils correspondent plus finalement à nos autres contraintes, notamment notre contrainte, la contrainte professionnelle ou la contrainte sociale, qui fait que voilà, il n'y a qu'à voir parfois le week-end, comment sortir de certaines contraintes, ou pendant la période de confinement par exemple, ou peut-être que certaines contraintes ont été diminuées, eh bien un autre rythme alimentaire s'est mis en route. Plus Voilà. naturel. Plus naturel, mais moins social. Donc c'est toujours cette balance entre l'horloge interne et l'horloge que vous avez autour du bras, qui vous donne, qui vous dit quand manger et quand vous arrêtez. Une trop forte dérégulation de ces sensations internes va bien sûr avoir un impact sur le poids, en fait. Va avoir un impact sur le poids. Alors, ça va à cause de mon éducation, lors de mon éducation, on m'a finalement imposé de toujours finir mon assiette, et du coup, je ne perçois pas la sensation de rassasiement. Voilà. Ça peut faire partie, par exemple, des régulations qu'on peut observer. Ou alors des personnes celles que j'observe le plus souvent, c'est les personnes, par exemple, qui font les 3-8 et qui ont du coup une dérégulation complète de leur rythme alimentaire, et ça se traduit très très souvent, dans plus de la moitié des situations, par des prises de poids. Alors, je te coupe juste. Oui. J'arrive enfin à regarder sur Facebook. Super. Donc, je vois qu'il y a quelques personnes qui sont présentes avec nous. D'accord, bonjour. On nous voit bien et que on ne voit que celui qui parle, et bien tant mieux. Pas tant mieux, mais comme tranquille sur le côté. Et voilà. Donc, à un moment donné, ça a été dit, on va manger souvent alors. Et le souci, c'est qu'avec notre décalage, j'arrive pas à savoir à quel moment. Peut-être à chaque fois qu'on a faim, peut-être. C'était sans doute. Oui, parce que cette sensation de faim, étant donné qu'on est, je comprends cette remarque en fait, c'est que quand on a un rythme régulier, un rythme alimentaire très régulier, bien le corps ne déclenche plus forcément cette sensation de faim, puisqu'il sait qu'il va manger en fait. Il sait qu'à midi il y a un repas, du coup il organise presque l'horloge interne s'est presque calée sur ce rythme-là, et c'est pour ça que ça fait partie des grands repères du programme national nutrition santé, d'avoir des prises alimentaires dans la mesure du possible à heure régulière, parce que justement, le corps s'organise par rapport à ça. Donc, est-ce qu'il faut attendre d'avoir faim pour manger? Je dirais que si on n'a pas de contraintes, sociales, pourquoi pas. Par contre, si on a une contrainte, il est clair qu'on est, entre guillemets, obligé d'adapter ce rythme alimentaire à notre vie sociale. Je ne peux pas là, par exemple, mettre sur pause et dire bon, moi, à midi, je n'avais pas faim. Du coup, maintenant, je vous laisse parce qu'il est 14h40. Je vous laisse et je vais manger. On ne peut pas, en fait. Enfin, on peut, mais bon, ce ne sera pas très correct. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé d'adapter finalement notre alimentation. Moi, je vais aller manger. Voilà, c'est ça, à notre mode de vie. Et ce qui, du coup, forcément, parfois ne convient pas à certaines personnes, comme ne convient pas à certains adolescents, à certains enfants ou à certains adultes. La retraite, la retraite finalement, peut libérer dans une certaine mesure de certaines contraintes, notamment des contraintes professionnelles, et peut permettre de se réguler un peu plus sur ses propres sensations. Voilà. En n'oubliant pas qu'avec l'âge, le système digestif devient un peu plus lent, en fait, et cette sensation de faim, on l'aperçoit parfois de façon un peu plus faible. Donc c'est pour ça qu'on maintient un rythme régulier, un rythme alimentaire régulier après 60 ans, même quand on n'a pas forcément très faim.
Il faut savoir aussi que cette sensation de faim peut être énormément perturbée par le stress, parce qu'on est en train de faire autre chose. Je vois par rapport aux écrans, par exemple, quand on est en train de regarder un film, quand on est en train de regarder… Alors, si on a quelque chose sous la main, bien sûr qu'il est terminé. Mais si on n'a rien sous la main, regarder un film ou être en train de bricoler ou quelque chose comme ça peut aussi, finalement, diminuer la sensation de faim, en fait. Si on est plongé dans autre chose, on est moins réceptif à la sensation de faim. Exactement, exactement. Peut-être comme vous avez vu ça avec la sophrologue par rapport à la pleine conscience, c'est ce qu'on a appelé la pleine conscience en fait. Hein. On n'est pas forcément toute la journée, tout le temps en pleine conscience. Hein. Ce serait très, très, très trop difficile. Et donc, on peut parfois passer à côté de cette sensation de faim, comme on peut passer à côté de la sensation de rassasiement. Hein. C'est-à-dire, je continue à manger, je finis mon assiette, je ne me pose pas la question de il en reste 6 bouchées, est-ce que j'ai encore faim? Parce que c'est quelque chose de très automatique en fait. Peut-on sauter le petit déjeuner lorsqu'on n'a pas faim le matin? Peut-on sauter? Eh bien, là encore, c'est une histoire de mode de vie. C'est-à-dire que, par exemple, si je n'ai pas de contraintes sociales durant la matinée et qu'en me levant, je n'ai pas faim et que de toute façon, je pourrais avoir une prise alimentaire un peu plus tard, ça ne semble pas poser de soucis. Le problème, c'est lorsqu'il va y avoir une contrainte sociale. Si par exemple, j'ai prévu de profiter du déconfinement pour aller faire les boutiques, par exemple, je me lève ce matin, je n'ai pas faim. À 10 heures, je suis dans la galerie marchande d'une grande enseigne et j'ai faim. Et là, le problème, c'est que je ne vais pas pouvoir organiser ma prise alimentaire et je vais être finalement plus tenté par mon environnement. Sauf que mon environnement dans une galerie marchande, à 10h30, il n'y a pas trop encore de distributeurs d'artichauts, de carottes ou de jus de tomates. On est plus sur une boulangerie. Donc finalement, avoir un rythme alimentaire irrégulier peut augmenter finalement le risque de grignotage. Un grignotage, pour moi, c'est une prise alimentaire pas organisée, en fait. Hein. Parce que je pense que tu en parles après pour à l'équilibre alimentaire. Au fond, c'est quand même sur toute la journée, voire sur toute la semaine. Donc, il y a des personnes qui déjeunent jamais le matin, mais qui pour autant ont un régime alimentaire équilibré et qui le vivent bien, si c'est dans leur… Bien sûr, bien sûr, bien sûr. La question de sauter le petit déjeuner, je dirais que là où il pourrait y avoir… Alors, il n'y a pas d'études qui montrent que l'absence de petit déjeuner entraîne systématiquement une prise de poids. Ça, c'est clair, il n'y a pas d'études. Voilà. On a écrit un article sur le site de la Maison de la Nutrition justement sur l'absence de petit déjeuner le matin. Même s'il y a des effets positifs comme une meilleure répartition d'alimentation, etc., il n'y a pas de perte non plus. Hein. C'est-à-dire qu'on ne perd pas durablement du poids en retirant un repas de sa prise alimentaire. Là où ça peut poser question, c'est par exemple lorsqu'on a une personne qui va devoir, pendant la matinée, fournir un effort physique important et il va y avoir une absence de petit déjeuner. Là, ça peut poser des problèmes, pas dans 10, 15, 20 ans, mais des problèmes plus directs. Hein. Si par exemple, je ne sais pas, je pars en vacances, je profite de ce déconfinement pour traverser la France et je décide de ne pas déjeuner ce matin, et ben attention parce que là on se retrouve quand même, par exemple, je prends l'autoroute à 130 km/h avec la moindre baisse d'inattention due à l'absence de petit déjeuner, etc., peut avoir quand même des conséquences beaucoup plus graves que si je dis bon, ce matin je vais au jardin, je ne prends pas de petit déjeuner, je n'ai pas très faim, je reviendrai à 10h à la maison. Vous voyez, c'est-à-dire, voilà, cette absence de petit déjeuner doit être vraiment recontextualisée par rapport à mes activités. En fait. Voilà. Et donc, pour aller plus loin, aller sur le site donc de la Maison de la Nutrition. Ouais, je vous présenterai tout à l'heure. Je vous ferai une petite présentation rapide de ça et de la fabrique à menu.
sur le site Manger Bouger. Là, quelques chiffres justement par rapport à ce focus en fait que les Français font parfois sur leur poids. On l'a vu d'ailleurs, hein, la première donnée qui est arrivée par rapport à l'alimentation, c'était en moyenne, les Français ont pris 2,5 kg. Alors, on ne sait pas s'ils ont mangé mieux, s'ils ont mangé. On balance cette info comme ça, sans s'intéresser au nombre de pas, sans s'intéresser à quoi que ce soit. On dit juste ça. Comment vous allez voir que l'alimentation n'est pas à elle seule responsable de la dérégulation du poids. En fait, hein. Il y a énormément des centaines de facteurs qui peuvent jouer. Malgré tout, 63% des Français, c'est une étude Ipsos 2015, au cours de leur vie, 44% des Français ont déjà suivi un régime alimentaire et plus d'1 sur 4 en ont déjà fait. 26% en ont déjà suivi plusieurs. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que 31% des Français envisagent de faire un régime dans les mois à venir et 25% pensent déjà que ça va pas réussir. Donc 25% sur 31%, c'est ça? Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même un quart des gens qui ont prévu de faire un régime qui pensent déjà que de toute façon, ça ne va pas fonctionner. Voilà. Moi, j'appelle ça une impasse en fait. Hein. C'est-à-dire que on s'obstine à utiliser un moyen pour répondre à une problématique qui peut être la problématique du poids, un moyen qui d'emblée, on sait, ne fonctionnera pas dans le temps, en tout cas. Dans le temps, hein. Alors pourquoi ça ne fonctionnera pas Alors voilà, je vais lister quelques petits régimes. Hein, on y reviendra après. Voilà, juste ce schéma-là. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pour ça. Parce que ce soit un rééquilibrage alimentaire ou un régime, peu importe comment on l'appelle, c'est toujours à un moment, ça va toujours à un moment apporter une restriction. Et c'est là en fait que se situe le souci. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une restriction, cette restriction alimentaire, forcément entraîner une résistance. Pourquoi? Parce que pour la simple et bonne raison que le cerveau ne peut pas enregistrer de négation. Si je vous dis, le cerveau ne peut pas ne pas penser. Si je vous dis de ne pas penser à une tarte au citron, ça y est, je la vois. Comme tu l'as vu dans la présentation tout à l'heure, eh ben, du coup, on ne peut pas ne pas y penser. Donc, finalement, si je dis je ne dois surtout pas manger de pizza, je ne dois surtout pas manger de tarte aux fraises, je ne dois surtout pas manger trop de cerises là, qui sont dans mon jardin, qui sont accrochées à l'arbre, je ne dois surtout pas trop en manger. Vous voyez, ces résistances-là, finalement, vont faire qu'au bout d'un moment, ça va m'amener à un excès. Cet excès va entraîner de la culpabilité. Et cette culpabilité, finalement, la solution c'est de retourner dans la restriction. Je ferai mieux demain. Ou à partir de demain, j'en mangerai plus. Donc, peut-être il y aurait une case entre résistance et excès alimentaire, c'est qu'il y a un craquage entre les deux qui fait qu'il y a excès alimentaire. C'est ça, hein? C'est ça. Alors, voilà, tu appelles ça un craquage. Oui, oui, non, mais le terme est excellent parce que c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il faut bien avoir conscience qu'on soit avec un IMC en dessous, dans la norme, en surpoids, etc., tout le monde répond à ce schéma-là. Ouais, c'est-à-dire que tout le monde répond à ce schéma-là, restriction, résistance, excès. Donc, la restriction alimentaire n'est pas la bonne solution dans la régulation du poids. Elle est même contre-productive parce qu'elle va finalement apporter des aliments riches en énergie, finalement sous forme d'excès. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce modèle-là, il est éducatif. C'est-à-dire que c'est un modèle que certains adultes vont transmettre aux enfants en leur disant voilà, il y a des bonbons, tu ne peux pas trop en manger. Ou il y a ça, mais tu ne peux pas en manger. Apporter de la restriction, alors encore pire quand c'est présent dans l'environnement de l'enfant. C'est-à-dire que je fais, ou même de l'adulte, j'achète des aliments que je ne dois pas manger. Voilà. Alors, souvent, on m'évoque comme
comme remarque, bah oui, mais à la maison, on est plusieurs et il y a les aliments pour mes ados, etc. etc. Bah, je ne pense pas que ce soit un scoop, hein, mais les céréales, quand on dit céréales pour enfants, elles ne correspondent pas plus aux enfants qu'aux adultes. Simplement, les enfants ont des métabolismes beaucoup plus rapides et peut-être que ça a moins d'impact encore dans leur régulation du poids, mais ces céréales-là ne sont pas plus. C'est pas parce qu'il y a un dessin infantile sur la boîte qui correspondent plus aux enfants qu'aux adultes. En fait, ils correspondent à personne en fait, hein, ce type d'aliments-là. En fait, hein. En tout cas, ce ne sont pas c'est des aliments plaisir. Ce ne sont pas des aliments qui vont correspondre à tel public. Donc voilà, ce schéma. De céréales, etc. C'est beau pour les enfants. Enfin, après, c'est du purement une histoire de marketing. Purement une histoire de marketing. Hein. Il y a des céréales qui sont assez connues, qui ont été à un moment des céréales entre guillemets de régime. Et ces céréales-là contenaient finalement plus de graisse que les céréales basiques. En fait, hein. Donc c'est vraiment purement du marketing de destiner tel ou tel produit à un enfant ou à un adulte ou quoi que ce soit. C'est pareil pour les yaourts. Hein. Les yaourts à la fraise, les yaourts ne sont pas plus destinés aux enfants qu'aux adultes. Ils ne conviennent pas plus aux enfants qu'aux adultes, hein, de par leur nature, leur quantité de sucre, en fait. Hein. Le problème, c'est que ça habitue, en fait. Hein. Ça habitue le palais et la langue à un taux de sucre très élevé, ce qui fait qu'après, bah, les fruits qui, eux, sont beaucoup moins sucrés, paraissent beaucoup moins attrayants pour les enfants et après, plus tard, pour les adultes. Voilà. Donc, j'ai deux petites notes avant de poursuivre. Donc, j'ai supprimé le grignotage et je mange équilibré, plus de prise de poids. Donc, c'est vrai que la restriction alimentaire, au fond, enlever le grignotage et restreindre son alimentation, c'est pas forcément la même chose en fait. Enfin, tout est une question de mesure. Tout est une question d'objectif. C'est-à-dire que ne confondons pas on va dire un travail sur son alimentation qui va être sur vraiment du long terme, un travail. Voilà. Par exemple, on est au mois de juin, j'ai un mariage dans 3 semaines, je veux perdre une taille. Et là, du coup, je vais mettre en place quelque chose d'hyper réel. Ce sont deux objectifs qui sont réellement. On ne perd pas du poids durablement si le mode dans lequel on rentre est restrictif par rapport à ça. Alors, on va bien sûr, il y a bien sûr des choses à faire. C'est-à-dire que le but, c'est pas que de présenter ce qui fonctionne pas. Hein. Mais en tout cas, ce modèle de restriction-là, voilà. Il y avait une étude qui s'appelle l'étude OBEPI, qui avait suivi des gens, qui avait suivi un peu plus d'un millier de personnes qui avaient entamé un régime alimentaire. À 3 ans, 65% des gens avaient repris leur poids et à 5 ans, 95% des gens avaient au moins repris leur poids. Voilà. Des personnes qui avaient finalement suivi un régime restrictif. Restrictif, ouais. Et donc, la deuxième chose, alors j'en ai une troisième entre-temps. Donc, un petit mot d'humour avec alimentaire, mon cher Watson. Voilà. Alors, bon, c'est vrai que les blagues en décalé, bon, on est désolé. Hein. J'aime beaucoup. Voilà, personnage que j'aime bien en plus, alors voilà, super. Et puis, une petite question. Alors, quels yaourts sont préconisés pour des personnes diabétiques? Je pense que comme tu as parlé de yaourt aux fraises… Oui. C'est une excellente question. Alors, le yaourt, par exemple, pour une personne diabétique, hein, il y a 2 types de diabète, hein, diabète de type 1 et type 2. Hein, dans le diabète de type 1, il n'y a pas du tout de production d'insuline. Et dans le diabète de type 2, c'est les récepteurs à insuline qui ne fonctionnent pas pour différentes raisons. Le yaourt, l'intérêt, c'est que le sucre du yaourt, c'est ce qu'on appelle le lactose, qui a un impact
très faible sur la glycémie. Hein, ceux qui sont intéressés à ça par rapport aux index glycémiques, hein, qui comprennent le terme-là, hein, le lactose a un index glycémique de 35. C'est très, très, très faible, en fait, hein. Donc, je dirais que pour des personnes qui, finalement, pas seulement les personnes diabétiques en fait, hein, toutes les personnes qui finalement désirent ne pas apporter que des aliments avec des index glycémiques très hauts, c'est-à-dire beaucoup de sucre et ça, on va préconiser le plus simple, c'est-à-dire le yaourt nature, et on va soi-même composer en ajoutant un exhausteur de goût, comme on appelle ça. Et cet exhausteur de goût, effectivement, on va pouvoir choisir des aliments comme par exemple, je sais pas, je vais vous citer le miel, par exemple, qui lui est un sucre très riche en fructose et du coup qui intervient peu également sur la glycémie. Mais le plus important, le plus intéressant, je dirais, dans le miel, c'est son pouvoir, sa puissance aromatique. Mettez une cuillère à café de miel dans un yaourt et mettez une cuillère à café de saccharose, le saccharose c'est le sucre blanc, dans un yaourt, et vous allez avoir un pouvoir sucrant totalement différent. C'est-à-dire que le miel quand on va mettre la cuillère à café dans le sucre dans le yaourt, on va avoir quelque chose finalement de pas si savoureux, pas autant savoureux que va être le miel ou de la confiture on parlait du sirop d'agave, etc. Ça reste des sucres ajoutés, c'est-à-dire que ça ne doit pas être non plus une cuillère à café de yaourt dans un pot de miel. Hein. Ça reste un sucre ajouté, ça reste un apport de fructose quand même assez important. Donc ça reste un produit qui est, on va dire, à limiter dans sa quantité, mais en tout cas, on est sur un sucre un peu plus naturel. Beaucoup plus naturel. Ça permet de mettre pour la même sensation de sucre, de goût sucré, de mettre qu'une cuillère au lieu de 3 par exemple. Voilà, c'est une puissance, on appelle ça de la puissance aromatique. C'est-à-dire que ça va développer beaucoup d'arômes. Après, il faut aimer l'arôme du miel, hein, parce que forcément, ça ne fonctionne pas. Et ça va développer beaucoup d'arômes pour finalement une quantité de sucre, déjà en termes de quantité moins élevée que le saccharose, et en plus en termes de qualité plus intéressante. Et des propriétés antiseptiques Pour le miel, oui. Alors, pour les propriétés antiseptiques du miel, on va dire que il faudra en manger des quantités un peu plus, peut-être un peu trop importantes si on voudrait avoir vraiment le vrai effet antiseptique. Vous savez, c'est comme sur les margarines avec l'effet de diminution du taux de cholestérol. Oui, mais les quantités qu'il faudra en manger pour avoir un effet, on est sur du 35, des fois 50 grammes de margarine par an. C'est des quantités qui sont bien sûr très importantes. Ok. On va pouvoir avancer. Oui. Voilà, pour résumer ce graphique-là, alimentation, on ne doit pas être en conflit avec son alimentation. Je dirais que prendre soin de soi par l'alimentation commence déjà par identifier, par exemple, des aliments avec lesquels on aura un problème, avec lesquels on sera en conflit, et réfléchir à comment, par la quantité, on peut diminuer ce problème-là, mais sans supprimer totalement l'aliment. Parce qu'en supprimant l'aliment, on ne règle pas le problème, on le déplace. Je prends l'exemple des gâteaux apéritifs. Si je ne peux pas avoir de paquet de gâteaux apéritifs, etc., le risque, c'est que lorsque je suis en contact avec ces aliments-là, et c'est souvent, les personnes, c'est souvent dans leur verbatim, hein, dans ce qu'elles me disent, hein, c'est « j'ai pas de gâteau chez moi, mais par contre, quand je vais chez quelqu'un et qu'il y en a, j'arrive pas à m'arrêter ». Oui, parce que cette restriction-là, finalement, ramène dans l'excès, en fait. Ramène dans l'excès.
Alors, il y a des petites questions, justement, des auto-questions qui permettent de s'interroger un peu sur ces sensations internes. Hein. Par exemple, la question « Faites-vous confiance à votre corps pour savoir quelle quantité manger ?» avec de pas du tout à totalement. Des questions sur la vitesse à laquelle on mange. Hein. J'en ai pas parlé encore, mais c'est quelque chose qui est essentiel aussi de s'intéresser à la vitesse, ne serait-ce que par rapport au plaisir, par rapport aux sensations de satiété. Hein. C'est-à-dire que moins je mange vite et plus je prends mon temps déjà pour mastiquer et surtout, j'ai l'empreinte du repas, l'empreinte au niveau de la mémoire de mon repas qui est beaucoup plus importante et qui va beaucoup moins me guider à grignoter quelque chose dans l'après-midi, par exemple. Donc là, ce sont des questions à se poser à soi-même pour Oui. pouvoir retrouver les sensations internes, c'est ça? C'est ça, c'est-à-dire que, en fait, alors nous, en consultation, on va se dire qu'une personne qui répond entre 7 et 10, on peut s'interroger un peu plus en détail sur la vitesse, mais c'est surtout déjà, ne serait-ce que juste de s'amener à se poser la question. C'est-à-dire que juste de se dire, tiens, une fois, je me suis posé la question de est-ce que finalement, je fais confiance à mon corps pour savoir quelle quantité manger. Ça, c'est déjà une question qui est importante parce que dans ce que je vous ai montré, dans les sensations alimentaires, elle est essentielle. Je ne peux pas vous dire combien de féculents vous devez manger puisque ils sont complètement, la quantité de féculents à manger est complètement liée à votre dépense d'énergie. Donc finalement, vous dire quelle quantité de féculents il faut manger, c'est comme si vous m'avanciez un nombre de litres que je dois mettre dans ma voiture et je ne vous dis même pas où je vais. Ouais, vous voyez, du coup, c'est pour ça que se réintéresser à finalement comment je perçois, bah, est-ce que j'ai faim? Et si j'ai faim, si j'ai faim à 15 heures, pourquoi est-ce que j'ai faim? Est-ce que c'est parce que j'ai pas acheté de manger ce midi? Qu'est-ce que j'ai mangé ce midi? Est-ce que c'était des choses qui sont passées vite? Et au niveau de la texture aussi, hein, si j'ai mangé purée, compote, yaourt, steak haché, bah oui, à 15 heures, c'est peut-être normal d'avoir faim, parce que j'ai rien mâché. Mais voilà, il y a plein de questions. Alors, comment? Tout est déjà digéré. Bah oui, voilà, c'est ça. Les personnes qui ont des défauts de mastication, on peut s'attendre à des prises alimentaires un peu moins espacées, en fait, parce que il y a un réel défaut de satiété, en fait. Alors, la question 3, par exemple, on s'intéresse à la sensation de rassasiement. C'est-à-dire, comment on sait quand on s'arrête? Et surtout, comment on se sent, plutôt. Hein, est-ce qu'au niveau de l'estomac, on ne sent rien? Est-ce qu'on sent une tension? Est-ce qu'on sent même une douleur? Ou est-ce qu'on a encore faim? Ou est-ce qu'on ne sait pas répondre à cette question? Donc voilà, ça c'est aussi des questions qui sont amenées. Et une autre qui est aussi très claire, mais parfois on a du mal à y répondre. Hein. Avez-vous des envies irrésistibles de manger en dehors des repas? Alors quand je pose cette question aux personnes, parfois on n'arrive pas à cocher oui ou non. Mettre des fois ou ça dépend. Mais en fait, la question, elle est très simple. Et c'est bien sûr qu'on peut avoir des envies irrésistibles de manger en dehors des repas, puisqu'on est dans finalement une société où on a une offre alimentaire qui est abondante et que là, j'ai pas forcément envie de manger qu'est-ce que je pourrais manger? Un chausson de pomme. Et si je sors d'ici tout à l'heure et que la boulangerie vient d'en faire et que ça sent l'odeur du chausson de pomme, ce qu'on appelle un stimuli externe, bah oui, ça va me donner de manger en dehors des repas. Voilà, cet oubli de la culpabilité, cette compréhension de ses émotions. Hein, les émotions, peur, joie, la colère, la tristesse, sont des émotions qui impactent énormément notre rythme alimentaire, énormément nos sensations alimentaires en fait. Hein. Qu'on soit enfant, qu'on soit adulte. Donc c'est pour ça que dans ta présentation du départ, tu imbriques bien bouger, bien manger, bien penser, bien dormir. Ils sont forcément liés puisqu'ils vont jouer en fait. Hein. C'est-à-dire que le bien bouger influence énormément le bien manger, notamment par rapport aux envies irrésistibles de manger en dehors des repas. En fait, hein. L'activité physique en général, hein, que ce soit du jardinage, du bricolage, agit énormément sur les envies irrésistibles de manger en dehors des repas. Et surtout, une histoire de confiance, hein, de se faire confiance.
par rapport à ses envies, par rapport à ses choix, par rapport aux quantités mangées. C'est ça, hein, c'est parce que si on est toujours sous la contrainte, en s'imposant des choses, au fond, on oublie d'écouter son corps et à la fin, on ne sait même plus quand est-ce qu'il est… En fait, la question du rassasiement un peu plus tôt, ben, il y a des personnes qui disent, moi, je ne sais plus. Je ne sais Ouais. quand est-ce que je dois arrêter de manger, ou Oui, bah c'est-à-dire oui. alors, quand ils ont vraiment trop mangé, c'est Hmm. déjà trop tard. Ouais, et c'est encore plus difficile quand les produits sont préportionnés. Mm. C'est-à-dire, là, par exemple, c'est la période des glaces. Il y a différents formats de glaces, c'est 100 millilitres. C'est très bien explicité sur l'emballage. La peur de manquer fait que pour 10 centimes de plus au litre, Mm. je vais quand même acheter les gros volumes. Mm. Euh, Faire une bonne affaire aussi, tu vois. Faire une bonne affaire, bah oui, en plus. Et puis, il y a toujours cette peur de manquer, de dire, tiens, plus j'en ai, mieux c'est, etc. Mais finalement, le volume de la glace fait que, arrivé aux 3/4 de la glace, je ne me pose pas la question de est-ce que j'en ai encore envie, en fait. Mm. C'est-à-dire que mon éducation et l'automatisation du fait de manger fait que je mange tout le volume. Mm. Donc, on parlait en fil rouge, par exemple, d'adapter les recettes. Je dirais que la première étape pour adapter les recettes, surtout quand on fait maison, c'est de ne pas avoir peur de manquer et de respecter, respecter les quantités, en fait. Hein. C'est-à-dire de travailler sur la plus petite, enfin, la plus petite, non, de travailler sur une quantité qui serait d'après les personnes adaptées, en fait. Hein. Mm. Donc là, il y a un petit commentaire par rapport il faut quand même limiter les féculents et privilégier les légumes, mais ça, je crois qu'on en parle après dans la Oui, oui, je alimentaire. suis complètement d'accord. Mais la façon de privilégier, on va en parler tout de suite parce que c'est vrai que ça arrive. Il faut effectivement privilégier les légumes aux féculents, oui. Mais la question, c'est comment? Est-ce que c'est une fois que j'ai mes pâtes dans l'assiette de me dire, il ne faut pas que j'en mange de trop? Ou est-ce que c'est plus, et c'est ce qu'on va voir finalement, en adaptant ma recette? Et finalement, quand j'adapte ma recette, je vais calculer, je vais faire attention à ce que la quantité de pâtes que je mets dans mon assiette, elle soit inférieure à la quantité de légumes que je vais mettre dans mon assiette. Par exemple, je vais prendre l'exemple d'une sauce tomate. Je prends l'exemple d'une sauce tomate parce que c'est intéressant avec les pâtes. La sauce tomate avec les pâtes, ce qui est intéressant, c'est à la fin, par exemple, de la sauce, de recouper, par exemple, des petites tomates et de les mettre un peu dans la sauce. Par exemple, ça va prendre du volume, ça va faire prendre du volume à la sauce et du coup, en restant sur le même contenant, je vais mettre moins de pâtes. Donc, privilégier les légumes aux féculents, oui, mais attention, on va les privilégier au moment où on cuisine, pas au moment où on est en train de manger. Parce qu'une fois qu'on a le gratin de pâtes devant les yeux, on est tous assis autour de la table en discutant, etc., il est trop tard. Il est trop tard parce que on va forcément, la vue fait son travail de allez, bercire-toi, le plat il est juste là, etc. Le plat n'est pas adapté, c'est-à-dire qu'il contient que des féculents. Donc là, je dirais, il est trop tard. Si par contre, d'emblée, dans mon gratin, j'ai prévu des champignons, des carottes, des aubergines, finalement, dans la recette, dans la liste des ingrédients, il y a autant, voire plus de légumes que de féculents, eh bien, c'est tout bénef. C'est ce qu'on appelle de l'éducation, de la prévention par les environnements et pas de la prévention comportementale. On ne vise pas à modifier le comportement, on vise à modifier l'environnement afin que finalement le comportement qu'on ait, il soit propice à la prévention. Ouais. Parce que du coup, on ne souffre pas en n'en mangeant pas beaucoup, puisque le Bah plat oui. est déjà bien équilibré. Et, Le plan en lui-même permet. Alors, le plat, c'est pas open gratin, hein, mais disons que le plat en lui-même, eh bien, agit puisque l'être humain, de toute façon, sera orienté. Ça, on ne peut pas lutter contre ça. C'est qu'on est orienté vers ce qui est le plus dense en énergie. Donc, si on ne trouve pas, alors ce qui est le plus dense en énergie, c'est salé, sucré, gras.
hein. Si on ne met pas des stratagèmes en place dès la liste de courses, eh bien, c'est pas quand on s'assoit et qu'on a sorti le camembert ou, il faut que j'en cite 3 maintenant, le parmesan ou le c'est pas des maroilles. marques. Oui, c'est pas des marques, mais je veux pas faire de pub pour… eh bien, une fois le fromage sorti du frigo et sur la table, tout le monde est pareil, hein. C'est-à-dire que la quantité va être beaucoup plus difficile à réguler que si le fromage il était resté dans le frigo et si j'avais précoupé une portion de fromage, la portion usuelle, et finalement j'amène cette portion à table. En fait. C'est de la prévention par les environnements. Parce que si alors on pourrait se dire, oui, mais la personne, elle va se relever pour retourner au frigo, couper un morceau, etc. Si elle en a vraiment envie, peut-être. N'empêche que quand elle aura fini sa première portion de fromage, dans sa tête, elle va avoir une balance décisionnelle entre est-ce que j'en ai encore assez envie pour me relever, reprendre un morceau, revenir à table, etc. Lorsque le fromage, l'entièreté du fromage est sous les yeux, il n'y a pas cette balance-là. Et il n'y a rien pour m'arrêter, en fait. C'est pas qu'il n'y a rien pour m'arrêter, il n'y a rien pour me questionner sur est-ce que j'en ai encore envie. Voilà. Donc, la quantité je termine avec la quantité de féculents. Oui, les féculents, les féculents on doit avoir une attention particulière. Les féculents, on doit surtout, on évite en fait de se dire je me sers qu'une fois, comme ça après je me sers plus. Parce qu'alors là, ce qui se passe, c'est que la peur de manquer fait qu'on va servir, vous ne voyez pas le dessin, mais on va servir une assiette comme si, imaginez que demain on va dans un resto à volonté et je vous dis ok mais vous ne le faites qu'une fois, on va charger. vous allez voir vos assiettes elles vont être surchargées. Donc on peut se resservir 2, 3, 4 fois, mais attention, le plat ne doit pas être sur la table. C'est-à-dire qu'on doit provoquer cette balance entre est-ce que j'en ai encore assez envie pour aller en chercher, etc. Voilà, par rapport à la est-ce qu'il y a des remarques que je te vois? Non, c'est bon, ok. Alors, je termine avec cette partie sur les sensations alimentaires. Alors, si vous avez des questions, vous pourrez revenir. Hein. Là, je veux aborder une autre chose. Alors, c'est plus pour s'harmoniser parce qu'on a entendu beaucoup de termes, notamment par rapport à la cuisine. Hein. Alors, ça c'est des choses que vous savez, hein, la définition de cette cuisine. Un terme qui me semble intéressant, c'est le terme cuisine maison, hein, c'est-à-dire le fait soi-même. Parce que le fait soi-même, il est très très difficile à évaluer parce qu'il dépend de la représentation de chacun. Et je me suis lancé, j'ai essayé de trouver une définition de ce qu'on pourrait appeler du fait maison, et j'ai trouvé ça sur le site du service public, parce qu'il y a une nouvelle mention, la mention fait maison, enfin pas une nouvelle, mais il y a une mention fait maison que certains restaurateurs peuvent mettre sur leur carte, etc. Et donc, la définition… Comment ? Une obligation, ça a été une obligation. Oui, bien sûr, merci. Oui, c'est une obligation. Et donc, alors, bien sûr qu'on s'attend à des produits frais, produits bruts. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est cette fameuse définition des produits traditionnels de cuisine. Et en fait, c'est souvent sur cette définition qu'on ne s'entend pas. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un produit traditionnel de cuisine? Alors, j'en ai mis quelques-uns. Huile, beurre, bon, ça paraît logique à tout le monde. Mais par exemple, pain, déjà, il y en a qui me disent ah bah ton pain il est pas le pain maison. Vous voyez par exemple quand je vais faire des chèvres chauds, je vais dire que c'est des chèvres maison. Mais finalement, j'ai utilisé le pain que j'ai eu chez le boulanger, j'ai utilisé le chèvre que j'ai acheté, et ce sont des chèvres chauds maison parce que le pain, on peut considérer que c'est un produit traditionnel de cuisine en fait. Donc c'est sur cette définition finalement des produits traditionnels de cuisine que parfois on a des difficultés à s'entendre et qui fait que parfois on va avoir différents degrés de fait maison. Si je prends l'exemple d'une quiche par exemple avec une quiche par exemple qui serait faite avec des courgettes, thon,
hein, avec un œuf, avec un peu de moutarde à l'ancienne, ça peut être pas mal. Bon, le thon, la moutarde à l'ancienne, tous ces éléments-là, je pense que c'est des éléments qu'on va acheter. Donc on peut les conseiller comme bruts des produits traditionnels de cuisine. La question va se poser sur la pâte. Est-ce qu'une pâte brisée toute prête est considérée comme un produit traditionnel de cuisine ou est-ce que finalement on s'arrête à la farine? Donc sur cette définition, il y a beaucoup à dire. Je pense que le principal, c'est d'avoir finalement de tout, en fait. C'est-à-dire d'avoir dans la semaine, oui, des produits traditionnels de cuisine, des choses qui sont faites maison, d'autres un peu moins. Mais ça paraît très compliqué finalement d'aller en deçà des produits traditionnels de cuisine. De refaire son beurre, de refaire son pain. Alors, refaire son pain, ça se fait, on le voit. Faire de l'huile, faire du beurre, etc. Faire des yaourts. On a vu, alors, certains qui s'y mettent aussi. Presque pour des raisons de loisirs, en fait. Hein, parce que économiquement, c'est discutable, hein, avec l'amortissement de la machine, plus de l'énergie, plus du temps passé. Je pense à faire sa yaourt, par exemple. Ça peut être discutable. L'intérêt quand même de la cuisine, du fait maison, de la cuisine maison, c'est le contrôle dans les ingrédients. Hein, tout à l'heure, j'ai justement évoqué un gratin de pâtes, par exemple. L'intérêt du fait maison, ça va, je vais pouvoir contrôler, par exemple, dans mon gratin de pâtes, je vais pouvoir contrôler le nombre de matières grasses, la quantité et la qualité des matières grasses que je vais utiliser, quelle crème je vais utiliser, est-ce que c'est de la crème fraîche, est-ce qu'elle est à 15, elle est à 30, etc. Je vais pouvoir contrôler la quantité de fromage à l'intérieur. Je vais pouvoir enrichir aussi mon plat avec des épices, avec des aromates. Qui dit plus d'épices, plus d'aromates, dit moins de sel. Donc finalement, je vais pouvoir améliorer la qualité nutritionnelle de mon produit fait maison par rapport au produit prêt. Et ça, c'est le réel intérêt. La petite remarque, c'est que ce produit fait maison doit être fait dans des quantités qui finalement correspondent aux portions qui sont proposées par les repères du PNNS. En fait. Parce que c'est souvent la problématique, c'est que lorsque l'on fait maison, on a tendance à parfois avoir des portions qui sont un peu trop élevées par rapport aux portions usuelles, habituelles qu'on retrouve dans la grande distribution. Je peux vous prendre l'exemple des yaourts, encore une fois. Regardez une sorbetière, pardon. Une yaourtière, vous ne ferez pas des yaourts avec une sorbetière. Dans une yaourtière, regardez la contenance des pots en verre des yaourtières. Ils ne sont pas forcément à 100 grammes ou 110 grammes comme on peut retrouver les yaourts dans la grande distribution. Faites un burger maison. Regardez la quantité de viande que va contenir votre burger maison. On ne va pas être sur la même quantité d'un burger. Donc, c'est vrai que ce fait maison-là, la seule petite, que des points positifs, la seule petite remarque, c'est attention aux portions. Attention aux quantités. D'accord. Alors, est-ce que tu parleras des cuissons après? Ah, eh bien, on peut en parler. On peut en parler. J'ai quelques remarques. Enfin, une première question. Faut-il privilégier les viandes au barbecue? Ah, cette saison en tout cas, cette question. Alors, c'est pas évident à répondre à cette question parce que maintenant, dans les barbecues, il y en existe une multitude. Hein. Bon, je vais écarter déjà tout ce qui est plancha, parce que tout ce qui est plancha, finalement, on est très proche de la cuisson à la poêle à induction. Finalement, on chauffe une matière et puis ça faire cuire la viande, faire cuire les légumes, etc. Ces cuissons-là, elles ont l'intérêt qu'elles saisissent. Et donc, du coup, il y a assez peu d'eau qui sort de l'aliment, je pense aux légumes par exemple, et du coup, même s'il y a pas mal de vitamines qui sont
thermosensibles, c'est-à-dire qui sont sensibles à la chaleur, le fait de saisir les aliments permet de garder l'eau des légumes notamment, et donc du coup permet de garder quelques vitamines qui sont contenues dans l'eau de ces légumes-là. Par exemple, contrario avec les cuissons à l'eau ou les cuissons voilà, qui parfois il y a des transferts dans l'eau. Alors la cuisson à la flamme maintenant du barbecue, parce qu'il y a les barbecues à gaz. Alors barbecue à gaz, on va mettre ça dans le même style que les planchas, d'accord. Et il y a les cuissons à gaz, mais où on voit la flamme, et les cuissons, les fameuses cuissons finalement où vous avez de la cendre avec le bois, etc., avec le charbon. Et là, ces cuissons-là, elles ont effectivement un facteur de risque parce qu'elles cuisent la viande de façon inégale et des fois de façon en termes de température, et elles peuvent provoquer sur la viande ce qu'on appelle des radicaux libres en fait, par rapport à la prévention du risque de cancer. En fait. Donc, on conseille de limiter ce type de cuisson-là. D'accord. Donc, pour la prévention des risques des cancers. Si j'élargis un petit peu la question, oui. On va dire, est-ce qu'il faut privilégier la cuisson de la viande au grill, par exemple, hein, le fait de dire, par exemple, sans matière grasse, ou oui. de ne pas faire en sauce, hein. Alors, pour la santé physique, oui, tout à l'heure, c'est ce que j'ai dit en introduction, je ne peux pas la considérer comme une bonne cuisson, puisque tout dépend ce qu'on met bonne derrière. Et pour la santé physique, oui, les cuissons saisies, les cuissons, bien sûr, où on diminue la quantité de matière grasse, sont bien sûr à privilégier. Toutefois, il vaut mieux acheter une viande maigre et ajouter de la matière grasse végétale, comme de l'huile notamment d'olive, qui peut être intéressant, plutôt que d'acheter une viande qui est déjà grasse. C'est-à-dire qu'il vaut mieux, concrètement, il vaut mieux acheter un steak haché à 5% de matière grasse et ajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive, plutôt que d'acheter un steak haché à 15% ou même à 20% de matière grasse. Puisque les graisses animales sont, d'un point de vue nutritionnel, de moins bonne qualité que certaines graisses végétales, notamment olives, noix et colza. D'accord. Donc, il y a juste un petit commentaire sur la cuisine maison. Oui. En disant que le confinement a quand même privilégié les plats et la cuisine fait maison. Oui, bah oui, c'était une bonne chose parce que en fait, ça fait une activité, c'est une activité, et on peut que espérer que on peut que espérer que cette activité ait été partagée également en famille et que finalement peut-être que ça débouche sur un changement des représentations de par exemple faire une pâte brisée maison avec la farine, avec la margarine ou avec le beurre, est-ce que finalement c'est pas si long que ça et finalement on peut y arriver assez facilement et je contrôle ce que je mets à l'intérieur. Donc oui, pour le fait maison, je ne vais certainement pas contredire ça, c'est que le fait maison apporte beaucoup d'éléments positifs, bien sûr. Ok. Pas d'autres questions? Pas d'autres questions. Pour terminer sur la cuisson, parce que tout à l'heure, pour ne pas oublier, il y a l'huile de colza. L'huile de colza ne supporte pas une température supérieure à 120 degrés. Ça veut dire que l'huile de colza, on va pouvoir l'utiliser. C'est pour ça qu'on la réserve assez souvent pour les assaisonnements, parce qu'au-delà de 120 degrés, en fait, elle se dénature. D'accord. Contrairement à l'huile d'olive. Ouais, c'est pas beaucoup 120 degrés. Enfin, c'est pas beaucoup. Par exemple, pour tout ce qui est saisi, on monte au-delà de 120 degrés. Donc, on ne peut pas utiliser de l'huile de colza sur une planche. Alors, justement, ça fait un peu le lien. Hein, c'est-à-dire que donc, on a vu cuisiner maison. Après cuisiner maison, l'étape d'après, c'est la lecture des étiquettes, en fait. Hein. La lecture de l'emballage qui va essayer finalement de limiter l'achat d'aliments qui
qui finalement seraient les moins intéressantes d'un point de vue nutritionnel. Alors sur l'emballage, il y a énormément d'informations, toutes les informations en lien avec l'hygiène, DLC, les dates limites de consommation, les dates limites d'utilisation optimale. Donc il y a beaucoup d'informations. Il y a toutes les informations qui sont en lien avec le marketing, hein, la marque, ce que ça peut apporter, etc. Il y a quand même eu, on va dire, deux éléments un peu positifs, hein. Le premier, c'est la mise en place du Nutri-Score qui continue à doucement mais sûrement à se mettre en place chez les industriels, qui est pas obligatoire, hein, ce Nutri-Score-là, mais qui est très très intéressant parce que il permet d'un coup d'œil au moins d'amener le consommateur à se poser la question. C'est-à-dire que le but, c'est pas d'acheter aveuglément que du A ou que du B, etc. C'est simplement, je m'amène à me dire, bah, tiens, les yaourts que je prends habituellement, ils sont C, alors que les yaourts d'à côté, ils sont B. C'est pas qu'il faut prendre les B aveuglément, c'est de se dire pourquoi est-ce que finalement ces yaourts-là, ils sont moins bien notés, en fait. Le Nutri-Score, du coup, permet finalement, c'est un score qui mixe la quantité de sucre, la quantité de sel, la quantité de graisse et la quantité de fibres, en fait. Le Nutri-Score, par exemple, ne prend pas du tout en compte le local. Donc c'est pour ça, ce n'est c'est déjà super, c'est un score finalement nutritionnel qui vient un peu simplifier le fameux tableau avec toutes les valeurs nutritionnelles qui est toujours écrit en très très petit et qui permet d'interroger le consommateur sur tel ou tel produit. Je vous donne un exemple. Je aux courses il n'y a pas longtemps et je suis au rayon surgelé et je vois des frites au four notées A. Je vois des frites au four notées A, alors je suis très très étonné et je vois dans la composition en fait que ces frites au four là ne sont pas immergées dans l'huile, mais en fait elles sont simplement peut-être avec un pinceau, je ne connais pas exactement le procédé industriel, mais en tout cas elles sont simplement nappées d'une couche de matière grasse. Donc ça n'a rien à voir avec je ne sais pas s'il y a des gens qui sont spécialistes en frites, mais ils me diraient ça, c'est pas des frites, et c'est peut-être vrai. Mais en tout cas, vous voyez, du coup, des fois, on est assez étonné. Alors, ça a ses limites. Hein. J'ai vu aussi ce jour-là, dans le magasin, une pizza toute prête notée B. J'étais aussi très, très étonné. Et en fait, oui, elle était notée B, mais attention, c'est ramené pour une portion de 100 grammes. Ça veut dire que oui, cette pizza était de bonne qualité nutritionnelle, mais pour eux, la portion d'une pizza, je ne citerai pas la marque, hein, mais une pizza, c'était de 100 grammes, sachant que la pizza là qui était vendue faisait 680 grammes. D'accord. Donc c'est un septième, un septième de part, c'est ça? Ben, ça voulait dire que oui, c'est B, mais si on en mange un sixième, entre un sixième et un 7. Donc vous voyez, c'est pour ça que c'est pas non plus la solution à tout. De toute façon, on ne pourra pas, de la même façon qu'on ne peut pas dire c'est un bon aliment, on ne peut pas dire cet aliment-là, il est bien ou il n'est pas bien. On va toujours pas pouvoir, on ne pourra jamais faire de dichotomie des aliments, les classer en bon, en pas bon, parce qu'ils auront toujours des choses. Il y a des applications Internet qui se sont prêtées au jeu aussi, notamment l'application Yuka, qui permet de donner un score, et pareil, qui comporte aussi cette même limite, c'est la limite qu'on ne peut pas tout avoir, et puis la limite du goût aussi. Hein. C'est-à-dire que ce soit le Nutri-Score, que ce soit Yuka, que ce soit le score Nova, la limite, c'est également le goût, en fait. Hein. C'est-à-dire que si c'est pas bon à manger, ben, ça va être plus. Oui, quel est l'intérêt? Mais du coup, ça peut donner l'envie de goûter ces fameuses frites qui n'en sont pas, enfin, ou qui en sont. Enfin, alors, j'ai pas d'action non plus hein, chez ces soins. Alors, ça donne envie peut-être aux conservateurs, mais c'est surtout aussi, penser que ce Nutri-Score-là va surtout aussi être un argument marketing et va peut-être aussi, ce qu'on avait beaucoup de mal à faire jusque-là, contraindre les industriels à revoir leurs recettes pour ne pas perdre la course du nutritionnel. C'est-à-dire que si je vends par exemple moi des gâteaux apéritifs qui sont dotés E et que le voisin à côté, les mêmes gâteaux apéritifs, enfin ce qui ressemblerait aux mêmes gâteaux apéritifs, ils sont notés C,
et que c'est marqué en gros, eh ben, on est quand même dans aujourd'hui la mode, je parle de mode alimentaire parce qu'il y a eu différents c'est des passages en fait, on est quand même, les gens sont quand même très très en demande de qualité nutritionnelle, en tout cas de plus en plus, et du coup bah, c'est devenu aussi un argument de vente, comme l'a été et l'est encore le bio, tout ça. Mmh. Et alors petite remarque parce que moi aussi ça m'a un peu interpellée ce Nutri-Score et peut-être que tu l'as dit au début, mais la question de la culture familiale, tu sais, dans l'alimentation. Oui, Moi, pour moi, j'ai toujours entendu donc dans ma famille que voilà, que pour bien manger, par exemple, les charcuteries, c'était pas forcément terrible, sauf le jambon blanc qui était ouais. une bonne charcuterie entre guillemets. Donc voilà, coucou maman. Et là, je vois le Nutri-Score sur tous les paquets de jambon blanc qui l'indiquaient en tout cas, et je vois que c'est du C. Et je me dis, Oui. Eh bien, c'est à cause du taux de sel. ouais, 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 ouais. C'est pas à cause ni du taux de matière grasse, ni du taux de protéines. Enfin, c'est vraiment c'est à cause du taux du taux de sel. C'est un des aliments les plus, les plus. Alors, il y en a d'autres d'aliments les plus salés, mais sur ça. Donc, c'est vrai que vous voyez, du coup, c'est intéressant parce que je pense, vraiment pour ça qu'a été créé ce Nutri-Score, c'est pour finalement informer le consommateur. Ce n'est en rien, euh, euh, ce n'est en rien un moyen de dire ça tu peux, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Un produit Nutri-Score E ne veut pas dire un produit, veut pas dire un mauvais produit. Ça veut simplement dire que d'un point de vue sur le plan nutritionnel, en tout cas ce produit-là, il a une densité, il a une qualité nutritionnelle qui est moins bonne qu'un produit qui est noté D, encore moins bonne qu'un C, encore moins B. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en consommer. En fait. Ça peut peut-être jouer sur la quantité, en fait. Ça peut, alors souvent, c'est vrai, tu as raison, très souvent, les aliments notés D ou E, ça veut dire qu'ils ont une densité, ça peut vouloir dire qu'ils ont une densité énergétique qui est assez forte et que c'est forcément des produits où il y a une attention sur la quantité qui sera à apporter en fait. Donc, le meilleur moyen, pour voir si vous avez suivi, mais le meilleur moyen d'avoir une attention sur la quantité, eh bien, ça va commencer par acheter le plus petit volume. Même si le prix au kilo est 2 fois plus élevé, j'achète le plus petit volume. Je vous explique pourquoi. Parce que on a vu, enfin ça a été vu avec beaucoup d'études, que c'est pas parce que plus vous achetez, ce n'est pas parce que vous achetez le plus gros volume que ça va faire plus de temps, encore moins chez les aliments denses en énergie. C'est-à-dire que d'acheter, par exemple, les fameux 2 paquets de gâteaux plus un offert, eh ben, la seule chose qu'on observe, c'est que finalement, les 3 paquets sont mangés à la même vitesse que les 2. Il y a simplement une augmentation de la quantité, de la consommation de ces paquets-là. Puisque Ça fait pas une semaine de plus. ça ne fait pas une semaine de plus. Voilà. Sinon, ce n'est pas ce qu'on appelle un produit. Si ça ne fait, il y a des personnes qui vont me dire bah, non, c'est pas vrai, moi j'achète, s'il y a une promo sur 6 plaques de chocolat, je les achète, de toute façon, j'en mange qu'un carré tous les soirs. Là, c'est différent, c'est un aliment qui est ritualisé, qui est dans leur aliment. Voilà. Moi, je vous parle par exemple, je vous parle de gâteaux apéritifs, je vous parle d'aliments qui ne font pas forcément partie de notre journée alimentaire et qui sont mangés un peu en dehors. Justement, un petit quiz. Alors, je sais que ça va être difficile d'avoir de l'interactivité parce qu'en plus, il y a 20 secondes de décalage avec le live. Mais voilà, c'est des petites questions que vous pourrez revoir dans le diaporama. Alors, la première, c'était est-ce qu'il existe des huiles moins riches en énergie que les autres et effectivement, sur cette question des huiles, alors c'est justement les dérives des fois que pourrait avoir justement quand on qualifie un aliment de bon. Vous voyez, là, en fait, quand j'ai posé cette question, j'ai pensé à l'huile d'olive, qui à un moment avait été mise sur un piédestal avec le fameux régime crétois. Et du coup, on arrivait presque parfois à des discours où cette huile-là était tellement bonne qu'elle ne pouvait pas être aussi grasse que les autres. C'est-à-dire que du coup, il y avait une forme de bon inconditionnel sur cet aliment-là. Or, pas du tout. C'est certes une huile qui est
intéressante d'un point de vue nutritionnel parce qu'elle a une qualité dans ces matières grasses, notamment dans les acides gras, hein, qu'on appelle insaturés, que le corps peut utiliser, hein, qui ne fait pas que stocker. Donc l'huile d'olive en contient, beaucoup de monoinsaturés d'ailleurs. Ce qui la rend très intéressante d'un point de vue nutritionnel, ça reste une matière grasse. Donc ça reste quelque chose qui contient 100% voilà. de graisse. Les huiles, elles ne se valent pas forcément dans leur qualité nutritionnelle, mais en revanche, au niveau énergétique, ou comme on disait avant, un peu calorique, c'est ça. C'est les mêmes. Hein. Elles sont aussi l'une que l'autre, elles ont 60 calories à quantité égale. Et ce que tu soulèves est intéressant, le terme calorie. Le terme calorie est complètement dépassé en fait, hein, parce que justement, non mais justement, c'est super de le, parce qu'il est justement le terme calorie évoque simplement une quantité d'énergie, mais qui du coup n'est plus du tout à jour, parce qu'on voit bien que là, pour 100 grammes de graisse, par exemple, en fonction de la qualité de ces graisses-là, elles vont avoir un impact complètement différent sur le corps, avec parfois des prises de poids sur certaines ou d'autres où il n'y en aurait pas, par exemple. Donc c'est hyper intéressant de justement pas raisonner en calories. Hein, j'entends souvent des régimes à 1200 calories, à 1500 calories, etc. Vous pouvez très bien… Alors, il y avait un journaliste qui avait fait ça, qui avait justement fait… Alors, c'est pas une étude, hein, c'est une expérience du coup, mais avec le même niveau de calories, qui avait complètement, on va dire, anéanti la qualité nutritionnelle de ce qu'il mangeait, c'est-à-dire qu'il apportait tout en graisse saturée, en sucre simple, etc. Mais avec le même nombre de calories qu'il mangeait avec les légumes, les féculents, etc. Et en un mois, il avait réussi à prendre 8 kilos. Donc, c'est-à-dire que le terme de calories, finalement, n'indique pas une qualité nutritionnelle. Alors, sur la question des fruits et légumes frais, alors les fruits et légumes frais sont plus riches en vitamines que les surgelés. Ah oui, en fait, il y avait un petit piège, hein, c'est-à-dire que alors, j'aurais dû quand même ajouter son forcément, parce que on va dire qu'un légume, par exemple, frais, local, oui, peut contenir plus de vitamines qu'un légume ou un fruit surgelé. Mais au vu, hein, on a quand même encore 75% des achats alimentaires qui sont dans les moyennes et grandes surfaces, avec des fruits et légumes de provenance très très variée. Et même parfois des fruits et légumes d'origine France, quand ils sont passés par Rungis, après par une plateforme de logistique, etc., au fur et à mesure des jours, vont perdre en qualité vitaminique et du coup vont se retrouver ensuite chez nous plusieurs jours dans le frigo ou alors à côté, où là ils vont continuer à perdre, etc. Et donc finalement, on a en face des fruits et des légumes qui, dès la cueillette, ont été surgelés, c'est-à-dire qu'il y a une couche de glace qui s'est formée autour de ce fruit et de ce légume-là, et qui ne vont être décongelés que au moment, enfin un peu avant quand même, le moment de la consommation. Donc, il y avait une étude, une étude comme ça qui avait démontré que finalement, eh bien, en moyenne, les fruits et légumes surgelés contenaient plus de vitamines au moment de la consommation que les fruits et légumes frais. Alors, l'avantage, la vitamine, bien sûr, mais c'est surtout financier. C'est-à-dire qu'aller faire un tour au rayon fruits et légumes frais et au rayon fruits et légumes surgelés, et parfois ça peut vraiment valoir le coup d'aller dans ces rayons-là. Alors notamment parce que ça permet de ne décongeler que finalement la quantité nécessaire pour consommer. Par exemple, ce soir, je fais un steak et j'ai besoin d'un peu d'oignon. Eh ben, je vais aller chercher au congélateur 2-3 poignées d'oignons émincés parce que ça génère aussi moins de gaspillage alimentaire. C'est-à-dire que quand vous avez des fois les conditionnements dans les grandes et moyennes surfaces sont qu'on peut acheter en filet, on peut acheter, et du coup, parfois on n'a pas besoin de tout. Et souvent, on retrouve ça.
alors soit congelé, alors là du coup c'est un peu un paradoxe, c'est-à-dire que j'ai acheté frais pour congeler, mais moi avec mon petit congélateur à moins 21, moins 23 degrés, je ne fais pas ce que font les surgélateurs, où ils vont beaucoup plus bas en température, beaucoup plus rapidement, donc en plus là je perds en qualité. Donc non, vraiment le surgelé peut avoir des bons produits. Par contre, attention à la mention surgelé au naturel. C'est-à-dire que dès qu'on retourne sur des poêlés, sur des préparations, là, du coup, on perd en intérêt nutritionnel, puisque Oui. ça a été préparé. Là, on est sur des produits préparés surgelés. Moi, je vous parle de produits naturels surgelés. D'accord. Donc, l'idéal pour si on veut acheter des fruits frais, ça sera donc des produits locaux et qu'on va manger rapidement. Et de saison, voilà, locaux de saison qu'on va manger rapidement, enfin rapidement, qu'on pourra manger dans les semaines, mais c'est vrai que ces produits locaux, parfois on a un peu de mal à les trouver. Je pense à l'hiver par exemple, où en termes de local, enfin, il y a des choses bien sûr, mais ne pas hésiter Oui, à aller faire un tour au rayon surgelé. pour apporter de la variété. Pour apporter de la variété. Merci. Voilà. Alors, le sucre roux est meilleur pour la santé que le sucre. Alors là aussi, un petit piège en fait. Un petit piège, c'est que, enfin, c'est pas moi qui vous piège. Un petit piège, c'est la multitude. Vous savez, une des premières photos, une des premières slides que je vous ai montré, c'est avec énormément de rayons et de choix, etc. Et dans le sucre, c'est pareil, on a le sucre complet, on a le sucre roux, le sucre blanc, le sucre, etc. etc. Là, petit focus sur le sucre roux et le sucre blanc, où finalement, ils contiennent et tous les deux la même quantité de saccharose. C'est juste une histoire d'arôme et ou d'origine. L'un qui vient du sucre de canne et l'autre qui vient de la betterave. Mais en termes de valeur nutritionnelle, on est essentiellement que sur du saccharose. Donc, il n'y a pas d'impact positif pour la santé globalement. Alors après, il y a des personnes qui quand c'est du sucre roux, instinctivement vont en mettre moins parce qu'elles ont l'impression que le pouvoir sucrant est plus élevé parce qu'il est peut-être plus aromatique, un peu comme le sucre vanillé. Vous voyez, des fois dans les préparations, on en met moins parce que c'est vanillé, ça apporte plus d'arôme. Et là, dans ces cas-là, oui, on pourrait dire, mais si je prends 100 grammes de sucre roux et 100 grammes de sucre blanc, ils sont vraiment très, très, très similaires en termes de composition nutritionnelle. Et moi, j'ai vu une étiquette, c'était passé sur Facebook justement, où c'était du sucre blanc qui avait été coloré. Et du sucre blanc, oui, comme oui. Ouais. Oui, donc là, il n'y a pas d'impact. Je vous dis, la palette finalement, alors dans le milieu de la pâtisserie, on aime beaucoup les colorants alimentaires, qui ne sont pas forcément dangereux pour la santé, mais en tout cas, on aime parce que du coup, ça colore, ça permet de plus de liberté dans la création, etc. Mais si on s'en réfère aux valeurs nutritionnelles, il n'y a pas de différence majeure dans ces deux sucres-là. Mais c'est-à-dire que moi, j'avais quand même l'impression qu'il y avait trop pris sur la marchandise, dans le sens où des fois, on a l'impression qu'on va acheter du brut, de la cassonade, et en fait, c'est un simple colorant alimentaire, ouais. Le roux, il est quand même cher. Donc, j'imagine qu'il y a quand même un fond d'arnaque quand même. Comme le sucre vanillé, en fait. Si vous mettez votre gousse de vanille dans du sucre blanc, vous allez vaniller votre sucre. Il ne va pas forcément prendre une couleur, il ne va pas colorer marron. Alors que quand vous prenez du sucre, vous achetez du sucre vanillé, il est forcément marron, etc. Donc, il y a vraiment sur ce terrain-là. L'intérêt du sucre, j'en reviens au fait maison, en fait. C'est que l'intérêt du fait maison, c'est que vous allez pouvoir contrôler, vous allez pouvoir quantifier le sucre que vous mettez à l'intérieur de vos aliments. Et dites-vous bien quelque chose, c'est que les saveurs ont finalement des seuils, salé, sucré, acide amer, on a tous des seuils qui varient en fonction de l'intensité des produits que l'on mange. Et il faut environ 3 semaines pour faire varier ce seuil. C'est-à-dire que si, par exemple, pendant le confinement, on a profité
du confinement pour faire ses gâteaux soi-même, et qu'on a diminué la quantité de sucre par rapport à ce qu'on achète dans le commerce, eh bien, au bout de 3 semaines, eh bien, on va retrouver finalement un seuil plus de perception qui sera amélioré, notamment par rapport à la quantité du sucre. Le vrai problème de la perception du sucré, c'est quand ce seuil de perception est au-dessus, par exemple, de celui des fruits, chez les enfants, même chez les adultes. Parce que du coup, on a l'impression que quand on mange une pomme, on a l'impression que ce n'est pas assez sucré. Ou quand on mange par exemple, on va manger du melon, on va dire ah mais ou la pastèque, c'est trop, il n'y a pas assez de sucre, c'est pas riche en eau, etc. Et d'autres personnes qui vont dire ben non, moi je trouve ça bon que ça. Donc c'est vraiment fonction. Petite parenthèse du coup par rapport aux édulcorants, qui eux n'apportent certes pas de calories, mais par contre ils ont un pouvoir sucrant qui parfois est encore plus élevé que celui du saccharose. Ce qui fait qu'ils habituent finalement, ils dénaturent finalement la langue, et eh bien, les autres aliments que l'on va manger, on va en avoir une perception sucrée encore moins élevée, en fait. Et c'est surtout à ça qu'on va être vigilant, je vous avoue, encore plus chez l'enfant que chez les autres publics, parce que c'est, voilà, bon, je veux pas être un lanceur d'alerte ou quoi que ce soit, mais aujourd'hui, des édulcorants, il y en a jusque dans les dentifrices pour enfants, en fait. Hein. Quand vous avez un dentifrice à la fraise, par exemple, on a déjà de l'édulcorant à l'intérieur du dentifrice. Donc, on a déjà ce pouvoir sucré, même s'il n'y a pas de calories, c'est ce pouvoir sucrant qui dénature déjà ce qui Le va être palais. le palais, les saveurs et la langue, etc. Ouais. Et ça, c'est vraiment ça qui nous oriente après vers du tout prêt, ou vers des choses qui sont très riches en sel, très riches en sucre, et qui font que quand on mange un steak haché sans sel, ou quand on mange un yaourt sans sucre, on a l'impression de manger quelque chose de très fade, etc. Et c'est parce que du coup, on a un seuil de perception qui peut être très, très élevé. Et ça, je pense qu'on l'a tous vécu, par exemple, parce qu'à un moment, on fait tous attention. Enfin, il y a des moments où une bonne partie des personnes font quand même attention à leur ligne et on essaie de voir où est-ce qu'il y a du sucre en trop, et notamment dans le café, par exemple, ou dans le thé, Oui. etc. Et finalement, les personnes qui boivent beaucoup, beaucoup de café peuvent prendre des grosses quantités de sucre sans en avoir l'impression, parce qu'elles ne le mangent pas, c'est dans la boisson. Et finalement, on voit bien que petit à petit, on arrive quand même à baisser la dose de sucre dans le café jusqu'à, par exemple, ne plus en avoir, et qu'au début, c'est compliqué, mais on s'y habitue. Oui. Oui. Alors, tu as cité quelque chose de très intéressant que je n'avais pas dit, c'est la texture. Hein. C'est-à-dire que le problème du sucre, du sel, ou de la graisse, c'est que lorsqu'il est liquide, lorsqu'ils sont sous forme liquide, on en assimile encore plus, en fait. Hein. Je prends l'exemple, comme tu dis, du café et du sucre. Oui, quand on met le carré de sucre à côté du café, on a bien conscience de la quantité qu'on va en consommer. Et les sodas, c'est pareil. Hein. Quand on pense qu'une bouteille d'un litre de soda, c'est 36, 37 carrés de sucre, ça paraît inconcevable. Donc, c'est pour ça une vigilance très sur les sucres cachés, une vigilance très accrue sur tout ce qui est liquide, notamment sur les jus de fruits. Même sur les jus de fruits, hein, on n'y coupe pas, ça doit être naturel, etc. On va être sur les mêmes proportions. Dans les repères, on va être sur les mêmes repères que pour les sodas, en fait. Hein. C'est-à-dire, c'est vraiment des produits qui sont plaisir, et il vaudra mieux soit presser soi-même, parce qu'au moins on se rend compte de la quantité, en fait, ou alors être sur des textures un peu alternatives, des compotes, si on ne peut pas être direct sur le. Alors, ça, une question que j'avais déjà peut-être posée, celle-là, l'année dernière, notamment par rapport aux besoins énergétiques. Hein, une personne de plus de 60 ans doit manger moins qu'une personne de moins de 50 ans. Ça, je dirais que c'est assez bien rentré dans Ne les. donne pas la réponse, hein. Dans les repas. Non, je ne donne pas. C'est une question qui est effectivement qui n'est pas évidente, parce que alors, la réponse est faux. La réponse est faux. Les apports doivent rester conséquents et doivent rester les mêmes, voire des fois même augmenter si on commence à avoir, si on a une pathologie
ou un problème de… Enfin, voilà. La question est difficile parce que on a des personnes qui, par exemple, vont connaître, notamment chez les femmes, la ménopause, et du coup, vont prendre du poids. Enfin, où il y a un risque quand même assez élevé de prendre du poids. Il y a une fonte musculaire qui démarre à 30 ans. La fonte musculaire démarre, c'est-à-dire que la balance, alors de quelques pourcents, hein, mais à partir de 30-35 ans, on amorce déjà cette fonte musculaire. Du coup, arrivé à 50-60 ans, on a des fois un tour de taille qui du coup a continué à augmenter parce qu'il y a une fonte musculaire, mais il y a une réserve de graisse, etc. Et donc, du coup, les personnes se disent, c'est que finalement, je mange trop par rapport à mes besoins, alors qu'en réalité, le corps est en train finalement d'organiser une sorte de réserve qui date de très longtemps. C'est-à-dire que lorsque l'être humain devenait un moins bon chasseur ou un moins bon cueilleur, eh bien, qu'est-ce que faisait le corps? Eh bien, il augmentait le tissu lipidique finalement, et pour pouvoir subvenir plus facilement et plus longtemps à ses besoins. Donc le corps évolue, mais depuis, il y a les normes sociales du poids, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, et finalement, eh bien, les personnes pensent qu'elles ont besoin de moins manger parce qu'il y a la dépense physique en moins du travail. Et potentiellement, c'est vrai, quoique la plupart des seniors que je connaisse sont presque plus actifs une fois en retraite parce qu'il faut prendre rendez-vous pour les voir. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a une différence entre l'ingestion et l'absorption. Et même, et pourquoi l'ingestion, c'est-à-dire le fait de manger, doit rester l'équivalent qu'une personne de moins de 50 ans? Parce que l'absorption, elle, ralentit. Ça veut dire que même si les besoins après 50 ans diminuent un peu, étant donné que l'absorption des nutriments diminue aussi, on est obligé de continuer finalement à avoir des apports en alimentaire finalement en bonne quantité en fait. Parce que le risque, c'est ça, voilà. Et quand il y a une perte de poids, ça ne doit certainement pas être bon signe en fait. Hein. Parce que je ne vais pas aborder ce thème aujourd'hui, juste en point d'alerte, c'est-à-dire qu'une prise ou une perte de poids de plus de 2 kilos en moins d'un mois doit être un signe d'alerte. Tu as dit 2 kilos, hein, parce que 2 kilos en moins d'un mois, ouais. 2 kilos en moins d'un mois. Parce que je veux bien croire qu'on est dans une norme sociale où, quand on perd du poids, c'est qu'on a plus de contrôle et que c'est bien, etc. Mais pas du tout. Parce qu'il y a quelque chose qui touche énormément de personnes qu'on appelle la dénutrition. En tout cas, ça commence par la malnutrition, après la dénutrition. Et une perte de poids de plus de 2 kilos après 60 ans en moins d'un mois, ça peut être déjà un signe. Le problème qu'on rencontre, que ce soit en institution ou surtout à l'extérieur aussi, c'est qu'au départ, étant donné que la personne est contente, eh ben, l'entourage ne s'inquiète pas du tout. Ah bah tiens, mamie, tu as pu remettre ta robe, tu as pu remettre une belle robe, etc. Et tout le monde est content. Il y a peut-être même moins d'essoufflement à l'effort, etc. Donc au départ, tout le monde est content. Et pourtant, on est face à un des premiers signes d'alerte finalement, d'une potentielle dénutrition. Et le problème, c'est qu'une fois que la dénutrition elle est installée, eh ben, c'est très, très, très compliqué de l'enrayer. Alors, oui. Je pose une question, c'est-à-dire qu'on dit, on dit aussi que quand on est en surpoids, enfin un surpoids quand même assez conséquent, ça joue quand même sur les articulations, sur les douleurs, pour marcher, etc. Donc effectivement, dans ce cadre-là, même en sortant des critères esthétiques, on peut quand même être content de perdre du poids. Là, ce que tu soulignes, ça serait une perte de poids plutôt non prévue, enfin non contrôlée, c'est ça? Oui, oui. Alors, la prise de poids sur les articulations, le problème sur les articulations, etc. Alors, comment? Lorsque, par exemple, une personne de 55 ans, 60 ans entame une perte de poids pour peut-être pour la prévention des articulations, etc.,
ça va paraître un peu assez bizarre ce que je veux dire, mais on va veiller à ce qu'elle ne perde pas de poids en fait, hein. Le but, c'est qu'elle regagne en masse musculaire. Et Mhm. quand on a mal à une articulation, le but, c'est pas forcément de sortir du surpoids et juste de perdre du poids. L'objectif, ça va être, la priorité, c'est de vérifier si déjà la masse musculaire est assez importante pour soutenir l'articulation. Donc, on a des personnes, en fait, qui sont peut-être qu'elles sont déjà un peu en surpoids, mais on va sur la balance, peut-être que le poids, il va même continuer à augmenter parce que la masse musculaire est plus dense que la masse grasse et avoir un soulagement au niveau de ces articulations-là. Donc, c'est vraiment pas. C'est pour ça que c'est une question qui est vraiment pas évidente et qui demande en tout cas un suivi individuel chez la personne et un accompagnement surtout et pluridisciplinaire. C'est-à-dire par le médecin, pourquoi pas un diététicien, voilà. Et au maximum avec la présence, quand c'est possible, d'un aidant, surtout s'il est responsable des achats, etc. Parce que c'est ce qu'on peut observer aussi, hein. C'est que parfois on fait du conseil, mais pas auprès de la bonne personne en fait, hein. Tout à l'heure, je vous ai parlé de prévention des environnements. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la personne qui fait les achats alimentaires et qui cuisine en fait, hein. Voilà. Question, les produits à base de lait ne sont pas forcément des bases laitiers. Ouais. Alors ben là, c'était vrai, hein. C'est-à-dire qu'il y a des produits qui sont à base de lait et qui ne sont pas forcément dans cette famille des produits laitiers, hein. La famille des produits laitiers concerne vraiment les yaourts, les fromages blancs, voilà, ça vraiment, le lait, bien sûr, on est sur ça. Lorsque, par exemple, je vais utiliser un peu de lait pour faire une crème au chocolat, par exemple, du coup, on n'est plus dans ce qu'on appelle un produit laitier, on est dans ce qu'on appelle un dessert lacté. C'est-à-dire un produit sucré où on a mis un peu de lait à l'intérieur, en fait, hein. La crème fraîche n'est pas considérée non plus comme un produit laitier, mais comme une matière grasse d'ajout. Parce que, mis à part en Normandie, on ne boit pas de verre de crème fraîche. Non, on ne boit pas de verre de. La crème fraîche est vraiment une matière grasse d'ajout et pas de. C'est pas quelque chose qu'on prend comme ça. Donc oui, tous les produits à base de lait ne sont pas des produits laitiers. Les crèmes glacées ne sont pas des produits laitiers. Le beurre n'est pas un produit laitier, ce sont des matières grasses. Ouais. Alors encore une question sur les produits. Une autre question sur les produits laitiers. Donc il y a autant de calcium dans le lait entier que le lait demi-écrémé. Alors, donc, il y a autant de calcium dans du lait entier que demi-écrémé. Est-ce vrai? Est-ce faux? Alors, oui, évidemment, évidemment. Bien sûr qu'il y a autant de calcium. En fait, c'est le taux de graisse, hein, qui varie entre le lait entier et le demi-écrémé, et pas du tout pas pour le coup le taux de calcium dans ces deux laits-là. Hop, c'est des petites questions. Alors, boire un jus de fruits remplace un fruit. Alors ça, j'ai déjà un peu répondu sur cette question-là. Voilà. Est-ce qu'un jus de fruits peut rentrer dans la composition des 5 fruits et légumes par jour? Voilà, ça c'est une question. Alors, lorsqu'il est pressé, je dirais maison, oui, pourquoi pas. Et après, tout dépend de la quantité l'incidence de la portion va avoir une incidence très forte sur la quantité de sucre, hein. C'est-à-dire que si vous mangez une petite pomme ou une moyenne pomme, bon, c'est 100 grammes de fruits crus qui va varier, mais donc ça va avoir une incidence d'une dizaine de grammes de sucre. Par contre, si je bois, si ça je considère que c'est un petit verre de jus de fruits, ça va être l'équivalent de 3-4 portions de fruits en fait. Parce qu'il aura fallu 3 à 4 fruits pour arriver, même plus, pour arriver à un verre de cette taille-là. Donc, c'est difficile de dire qu'un verre de jus de fruits peut remplacer un fruit dans les 5 fruits et légumes par jour. J'aurais vraiment tendance à les considérer comme des produits sucrés en fait, hein. Peut-être d'un peu plus bonne qualité que les sodas, parce qu'il y a peut-être un peu moins parfois d'ajouts d'additifs, etc. Il y a énormément de volets naturels aussi qu'on prône, mais j'ai du mal quand même à le mettre dans les 5 fruits et légumes par jour, de par sa quantité de sucre.
Donc voilà, c'était La faux du coup. réponse, c'est faux. Je pense que la dernière réponse qui est apparue dans les commentaires, c'était vrai, mais c'était pour la question d'avant. D'accord, ok. Et alors, cette question-là, alors j'ai même pas mis un point. Là, j'ai mis un point d'exclamation parce que c'est vraiment l'idée la plus, la présentation qui reste extrêmement ancrée en fait. Hein. Ces féculents et ce poids. Les féculents sont notre principale source d'énergie. Donc, effectivement, si j'en apporte au-delà de mes besoins énergétiques, on peut les stocker, les féculents. Donc, il peut y avoir un risque de prise de poids. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on peut les stocker quand on en mange trop qu'il faut les évincer de notre alimentation quand on veut perdre du poids, parce que l'effet ne fonctionne pas en fait. Hein. On a vu quand même des régimes alimentaires restrictifs où il n'y avait Oui, pas de féculents. Hein. et qui fonctionnent, mais pas dans le temps, qui fonctionnent qui fonctionnent parce que forcément vous privez, on prive le corps de son carburant principal, donc il va forcément fonctionner on va dire en autonomie en quelque sorte pendant une certaine période. L'impact c'est que ça va le stresser. Hein. L'impact c'est que les muscles ne vont pas que aller puiser dans la graisse, ils vont aussi s'auto-alimenter. Et en s'auto-alimentant, en fait, ils vont se détruire. Donc, la destruction musculaire sur la balance, qu'est-ce que ça va entraîner? Une perte. Ça va. Donc, sur la balance, oui, on a une perte de poids. Maintenant, moi, quand je reçois des personnes qui ont suivi ce type de régime-là, j'observe une perte de poids vraiment importante, mais esthétiquement, un résultat qui ne correspond pas à une… parce que le tour de taille, il n'a pas forcément perdu, en fait. C'est-à-dire que là où on a perdu, c'est là où il y a là où on a perdu des cuisses, on a perdu des bras. En fait, là où il y a de la masse musculaire, en fait, surtout, parce que les muscles se sont auto-alimentés. Voilà. Ouais. Donc c'est pour ça que oui, manger en excès alors, la réponse aux féculents font grossir. Moi, j'ai indiqué faux. Manger en excès des féculents peut faire grossir. Oui. En excès, j'entends pas par rapport à un chiffre que je vais vous donner, mais par rapport à vos propres besoins en énergie. Maintenant, il est clair que retirer les féculents de son alimentation en pensant que ça va avoir l'effet inverse, c'est-à-dire que le corps va aller chercher dans le tissu lipidique de l'énergie, ça ne se passe malheureusement pas que comme ça, en fait. Hein. Sinon, ce serait… sinon, on mettrait, oui, on mettrait toutes les personnes sur ce type de régime-là. Or, c'est pas du tout un régime efficace dans le temps. Le risque, il y a le risque final, hein, après tout ça, c'est que le corps, quand je vous ai dit qu'il avait stressé, ça avait stressé le corps, c'est que suite à ça, lorsqu'on va réintégrer les féculents dans l'alimentation, et bien du coup, le corps va refaire encore plus de réserves qu'à la base. Et c'est le fameux effet yo-yo ça, vous avez déjà entendu. Oui, parce que là, ça va être vraiment, ça va être vraiment sur des notions qu'on a apportées, hein, la notion d'équilibre alimentaire. Donc, ça n'a pas changé. Il n'y a toujours pas d'aliment qui peut couvrir l'ensemble des besoins de notre organisme. Et que pour répondre à tous ces besoins-là, on a besoin d'apporter différentes sources d'aliments. Ce qui a changé. Alors, je vous avais mis en photo quelques familles, justement, qui ont des équilibres alimentaires très différents, avec parfois des produits frais ou, comme on a vu, traditionnelles de cuisine, et puis des familles avec des cultures un peu plus, on va dire, là on a une famille américaine en haut à gauche, on a une famille, je crois que c'était Italie, le pays, et puis et c'était le Pérou pour le… Alors ces familles-là ne représentent pas elles seules le pays, hein. C'était des clichés, clichés. Alors tout ça, ça avait été pris la même année en fait, et c'était pour montrer les disparités qui existaient dans le monde sur les achats alimentaires. Petit rappel, hein, mais ça c'est vraiment sur justement ce que propose tout un tas d'études, le résultat de tout un tas d'études sur ce qui serait entre guillemets
bon pour la santé à apporter en termes de la santé physique, j'entends, en termes de répartition, hein, avec des crudités, des féculents. Voilà. Ça donne une image. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément respecter ça pour être en bonne santé, mais ça veut dire que à la question est-ce qu'il existe des repas type ou des choses comme ça, bah, ça par exemple, ça en fait partie. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a une multitude de familles d'aliments au sein d'un même repas et qui vont tous apporter quelque chose de différent. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a eu des formations où on disait bah, dites-nous ce qu'est un repas équilibré. On a tellement d'informations que des fois on ne sait plus ce qu'est un repas Oui. équilibré. Donc c'est pour ça que là, du coup, c'est un petit photo de rappel. Alors, ça, c'est pour illustrer le terme de densité tout à l'heure que je vous ai donné avec le terme de calories, donc pour vous rendre compte à peu près de ce que ça peut donner visuellement pour un même niveau de calories, ce qu'on observe en fait. Hein. Voilà, ça illustre ce que tu disais tout à l'heure. À calories équivalentes, on peut prendre du poids ou pas. C'est ça, c'est ça. Voilà. Et donc, logiquement, on sent bien qu'il faut privilégier donc l'image de droite. Bah, disons que en tout cas, on peut, lorsqu'on a une alimentation avec beaucoup d'aliments denses en énergie, l'idée c'est de pas forcément passer de gauche à droite directement, mais l'idée c'est peut-être de faire un mixte pour apporter quand même de la quantité pour un niveau d'énergie qui soit assez constant en fait. Hein. Alors ça, ce sont les nouveaux repères de consommation où il n'y a plus de chiffres. Vous vous souvenez des 5 fruits et légumes par jour, des 3 portions de produits laitiers, etc. Là, aujourd'hui, sur les nouveaux repères de consommation, en fait, on est sur 3 familles de repères. On a ce qu'il faut augmenter, enfin pardon. On a ce que les repères proposent d'augmenter. Ensuite, il y aura une diapo sur aller vers. Et puis une diapo sur ce qui propose de réduire. Alors vous allez voir que bon, il y a des choses qui restent bien sûr des anciens repères, hein, les fruits et légumes, l'activité physique. Et puis il y a des petits nouveaux. Il y a par exemple augmenter le fait maison. Ça jusque-là c'était pas indiqué sur les repères de consommation. Il y a augmenter les légumes secs, les lentilles, les pois chiches. Les pois cassés, etc. Il y a augmenté. 2 fois par semaine, hein, c'est ça? Comment? 2 fois par semaine ou Eh pas? bien justement, on va un peu mettre de côté tous D'accord. ces Ces injonctions-là. chiffres, voilà, et on va simplement se dire, parce qu'en fait, ces repères-là font suite à une étude sur les habitudes de consommation des Français. C'est-à-dire que le PNNS va plutôt fonctionner comme ça maintenant, c'est qu'il va faire une photo des modes de consommation, et à partir de cette photo-là, il va établir des repères, en fait. Comment? Des préconisations, enfin des Voilà, recommandations. préconisation. Ça veut dire qu'actuellement, en France, voilà, en moyenne, on peut augmenter les fruits à coque. Les noix, les noisettes, ça c'est quelque chose. Les amandes, quand elles ne sont pas salées, c'est quelque chose qu'on peut augmenter, en fait. Voilà. Aller vers, alors aller vers, ce sont des éléments où, voilà, bah, comme c'est très bien dit, on se dirige vers ce type d'aliment-là. Ça veut dire que ce n'est pas inexistant, mais dans la famille, on peut se diriger vers ça. C'est-à-dire que par exemple, en France, on a une consommation de féculents qui est assez bonne. Par contre, dans ces féculents-là, eh ben, on recommande, le repère, c'est d'aller vers ce qui est complet. Donc pain complet, céréales, pâtes, semoule et riz complet, parce qu'il y a plus de fibres. On recommande d'alterner entre poisson gras et poisson maigre. On recommande par rapport aux huiles, donc les repères, c'est surtout sur les huiles, d'aller vers les huiles de colza, de noix et d'olive. Le repère sur les produits laitiers, c'est une consommation suffisante mais limitée. Alors, je conviens que ça ne veut pas dire grand-chose en repère, mais encore une fois, c'est en fonction des habitudes actuelles en moyenne des Français. Donc, ça veut dire qu'on peut maintenir les produits laitiers dans notre alimentation, sauf bien sûr si on a une intolérance au lactose, comme si on a une intolérance au gluten pour les féculents ou quoi que ce soit.
mais cette consommation doit être limitée. C'est-à-dire il y a des pays, je prends les États-Unis par exemple, où on est des fois sur des 2 litres de lait par jour, etc., où le lait a remplacé l'eau. Hein. Ça, c'est vraiment, voilà, c'est pas quelque chose vers lequel on met un facteur de prévention parce que, là, bon, je vais donner un chiffre quand même, mais au-delà de 2 produits laitiers par jour, il n'y a pas d'intérêt potentiel pour la santé à en consommer. Et le petit nouveau, on va plus vers les aliments de saison et les aliments produits localement, et on peut aussi aller vers les aliments bio. Donc aller vers, ça ne veut pas dire qu'il faut augmenter, ça veut dire voilà, on peut se diriger vers ce type d'aliments. Voilà. Ça, c'est vraiment nouveau parce qu'avant, on n'en parlait pas du tout. On n'en parlait pas du tout dans le programme national nutrition santé. Les nouveaux repères de consommation, on continue bien sûr à indiquer les bienfaits d'une réduction de l'alcool, peu importe son niveau de consommation actuel en fait. Si on n'en consomme jamais, pas du tout, ça semble difficile de réduire, mais donc, limiter les produits sucrés et les boissons sucrées, réduire les produits salés, réduire la charcuterie, réduire la viande, porc, bœuf, veau, mouton, agneau, abats, hein, parce que ça, on est des consommateurs. Alors, on n'a pas attendu les repères pour commencer à diminuer. Hein. C'est-à-dire que depuis les années 2000, on perd 1% à peu près de consommation de viande en moins par an. Donc là, on est déjà à peu près à 20% en moins qu'il y a 20 ans. Hein. D'accord. Ensuite, donc les produits avec un Nutri-Score DE, on va chercher à réduire aussi, donc ça c'est très nouveau. Et puis le temps passé assis, comme on est en train de faire actuellement, voilà, qu'il faut réduire. Et voilà, c'est vraiment sur, je crois que c'est cette phrase-là sur laquelle je voulais finir, c'est pas voir son alimentation comme un chantier impossible à terminer ou un truc. C'est que chaque petit pas compte. Et voilà, c'est au fur et à mesure que ça permet vraiment d'être dans la logique des petits pas et de ne pas vouloir demain changer toute son alimentation, mais si par exemple demain, à la place sur toutes mes habitudes alimentaires, je passe des pâtes au blé simple ou je passe au blé complet, on est déjà dans quelque chose, on est déjà dans du mieux en fait. Il n'y a pas besoin d'attendre de révolutionner toute son alimentation. En fait. Il mieux y aller par une logique des petits pas plutôt que de dire à partir de lundi je fais comme ça et je m'y tiens. Parce que on va trop s'éloigner de son comportement alimentaire. Oui, oui, et puis si ça paraît une montagne, c'est insurmontable. C'est ça. Ouais. Ces bonnes résolutions. C'est ça. Voilà. Et puis, un petit. Qui reprend justement ces 3 dimensions de l'acte alimentaire et qui fait un peu un focus quand même sur le plaisir alimentaire, sur le plaisir de manger, justement. Ouais. Donc, manger est un acte de désir. Alors, ça fait le lien justement avec l'intitulé de notre intervention. Donc, manger est un acte de désir, désir de vivre, désir du monde, désir des autres. Cet acte social, en fait, cet acte social, mais cet acte vital quand même, un acte nécessaire pour vivre, en fait. Ouais, un acte nécessaire pour vivre, soutenu par le plaisir premier et le dernier, qui reste à l'homme lorsque tous les autres ont disparu. Donc, c'est Brillat-Savarin, c'est ça? Brillat-Savarin, oui. Ok. On l'entend hein, chez les personnes qui sont alitées, par exemple. Hein, Et donc, l'alimentation reste quand même, ils le disent, un des derniers plaisirs. Ça me fait penser aussi à tous ces régimes restrictifs pour les plus âgés. Hein, on est bien d'accord, c'est pas pour les plus jeunes, mais quand on arrive voilà, à 85 ans et qu'on dit, on me dit, moi, j'ai pas le droit de manger ça. Alors, sous réserve d'une pathologie grave et en fait, il n'y en a même pas tant que ça. Hein, donc, revoyez bien avec vos médecins. Surtout. Voilà, c'est ça. La clé, c'est l'accompagnement. À partir d'un certain âge, normalement, il y a quand même plus grand-chose d'interdit, en tout cas au niveau alimentaire. Parce qu'on s'il y a des choses dénutrition plutôt que… voilà, c'est… Oui, c'est ça, c'est exactement. S'il y a des choses interdites, elles vont l'être pendant une courte période, en fait.
On ne peut pas dire à quelqu'un, à partir de maintenant et toute votre vie, vous mangerez sans sel. Ça ne veut rien dire en fait, hein. On va accompagner, on va proposer un dosage, on va proposer du coup une gamme de produits. On ne va pas laisser la personne repartir comme ça, vous devez manger sans sel. Ça ne peut strictement… c'est pas que ça ne veut rien dire, mais c'est que c'est inapplicable. C'est inapplicable chez une personne qui, comme tout le monde, va aller faire ses courses, quoi. Voilà. Merci Juste tous. pour rappeler qui nous finance, ou en tout cas qui finance nos actions collectives. Donc, voilà, on a les logos. Voilà, ben, écoute, Thomas, je te remercie vraiment pour, Merci pour l'invitation. Voilà, pour cette intervention très intéressante. Donc, j'espère que ça vous a plu. Surtout, si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager et puis à liker, à aimer notre page comme ça. Dès qu'on fera de la publicité ou dès qu'on lance un live, vous serez avertis. Je rappelle, avant de raccrocher, donc le prochain, ça sera donc l'activité physique et le déconfinement. Et on l'a vu tout au long à plusieurs reprises dans ton intervention, que l'activité physique, ça fait partie des recommandations qui sont complètement liées à l'alimentation et, comme on disait, dans le bien vieillir en général. Et puis, voilà, au mois prochain. Et puis, Thomas, à une prochaine fois. À bientôt. À bientôt. À bientôt, au revoir. Bonne journée. Au revoir.